le CESTI Dakar a eu l'amabilité de nous réaliser un curriculum impeccable qui nous permet de former des journalistes à travers la région du Sahel sur la question de la désinformation. Nous sommes très, très heureux aujourd'hui que la Mauritanie soit à l'honneur, un pays que nous connaissons bien, avec lequel nous avons beaucoup travaillé. Et donc, nous sommes très heureux de les accueillir tous aujourd'hui, cette plateforme-là, avec nos partenaires du CESTI, avec le professeur Mounirou Moumini Kamara et Mamadou Ndiaye et tant d'autres intervenants qui vont nous gratifier de cette formation à partir du curriculum qui a été réalisé par CESTI. Donc, nous vous remercions encore de vous être inscrits. On attend les autres qui ne sont pas encore arrivés. Hein. Vous étiez plus de 28 personnes à vous inscrire. Pour moi, il y en a 15 qui sont connectés. Donc, nous vous remercions beaucoup de l'intérêt pour ce que nous faisons, de l'intérêt pour cette question de la désinformation, qui, à mon avis, est un élément très, très important à prendre en compte si l'on veut comprendre les enjeux de stabilité et les enjeux même de paix et de sécurité dans notre région assez secouée par pas mal de conflits. Donc, c'est tout à fait au nom de toute l'équipe de Timbuktu Institute, de Sayara International, notre partenaire, mais aussi du CESTI de Dakar, que nous souhaitons la bienvenue et une très bonne formation en compagnie de nos partenaires du CESTI. Je vais envoyer directement donc donner la parole à mon collègue ami Moumouni Kamara du CESTI, qui va dire son mot et puis certainement on commencera la formation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bakary. Merci beaucoup, cher ami, chers collègues. Encore une fois, bienvenue à tous ceux qui sont inscrits donc, à ce webinaire-là sur la désinformation en temps de Covid. Mais avant d'entrer en détail dans ce qui nous réunit cet après-midi, je tenais vivement à remercier encore, à réitérer nos remerciements à l'endroit de Timbuktu Institute, mais également à l'endroit de Sayara International. Nous avons fait confiance en nous proposant, en nous demandant d'élaborer un curriculum de formation sur la thématique. Donc, encore une fois, nous vous remercions de votre confiance. Les collègues, ils sont là, M. Saïdga est là, M. Selesek est là. Le directeur, il est en train d'expédier quelques affaires courantes. Il va nous rejoindre plus tard dans le cadre de la formation, mais pour les échanges. Il est vrai que nous avions déjà tenu une première session avec les journalistes sénégalais. Cet après-midi, grâce à vous, grâce à ce partenariat, nous allons pouvoir échanger. Donc là, je préfère utiliser le terme d'échanger. Nous allons pouvoir échanger avec les journalistes et influenceurs mauritaniens sur la thématique. Il est vrai que le but de ce curriculum de formation était essentiellement destiné à renforcer les capacités des journalistes dans l'analyse et la compréhension des données relatives à la crise sanitaire COVID-19, mais surtout encourager donc, les bonnes pratiques professionnelles. Et pour encourager ces bonnes pratiques professionnelles-là, nous pensons qu'il faut déconstruire donc, là, les mécanismes relatifs donc, là, à la désinformation. Qu'est-ce que la désinformation? Tout à l'heure, il y aura un module sur un décryptage conceptuel. Donc, c'est bon, c'est bien donc, là, de déconstruire donc, là, ces mécanismes de la désinformation et des fausses nouvelles. C'est quoi la propagande, la manipulation, c'est quoi la rumeur, l'instrumentalisation. Donc, c'est ça. En fait, le but, c'est ça. Et cela nous permettra donc, plus ou moins, à la fin donc, là, de cette formation, d'identifier donc, là, les bonnes et mauvaises pratiques professionnelles. Et pour vous servir, comme d'habitude, comme lors de la première session, pour vous servir, donc là, vous avez, outre ma propre personne, vous avez les collègues, ce qui fait que le curriculum de formation est structuré en trois modules. La formation est normalement prévue donc, là, de 15 h à 18 h, mais pour cette session-ci, on va essayer donc, de faire des efforts donc, là, pour réduire le temps de la présentation des exposés et permettre donc d'avoir un temps assez conséquent pour les échanges avec les participants. Donc, le curriculum de formation est structuré en 3 modules, ce qui fait que il y aura une première prise de parole. Je l'ai dit, les 3 modules serviront de soubassement donc, là, aux échanges de cet après-midi. Mais après une présentation et un partage de l'expérience des différents participants à ce webinaire, M. Selesek fera en guise d'introduction à ce module un décryptage conceptuel
sur certaines notions qui sont nécessaires pour comprendre les enjeux de la désinformation en situation de crise en général, mais également les enjeux de la désinformation en situation donc, de crise sanitaire, notamment cette crise sanitaire liée donc, à la COVID-19. Donc, il va donc, développer certains concepts. À la suite de M. Selesek, mon collègue Saïd Gaye et moi-même tenterons de mettre en relief les causes structurelles de ce qu'on pourrait appeler un désordre donc, de l'information qui affecte l'industrie. Pourquoi? Quelles sont les voies et moyens donc, à travers lesquels prospère donc, cette désinformation? Nous allons essayer donc, de plus ou moins donc, de mettre en relief ces causes structurelles-là. Enfin, M. Selesek et nous également, nous reprendrons la parole donc, là, pour au-delà donc, de l'analyse des modes opératoires et mécanismes de la désinformation. M. Selesek reprendra la parole donc, là, pour aborder la problématique de l'information et de la responsabilité sociale et professionnelle du journaliste en situation de crise. Et cela nous permettra donc, plus ou moins donc, de mettre l'accent sur les bonnes et mauvaises pratiques professionnelles. Et là, il sera question essentiellement de déontologie. Voilà un peu résumé ce qu'on vous propose donc, là, comme feuille de route pour l'après-midi. S'il n'y a pas d'autres questions, donc là, on pourrait peut-être, si les collègues Saïd Gaye et Selesek voudraient donc là jeter quelques mots, donc là, pour faire quelques mots, on pourrait passer à la présentation et au partage d'expérience donc là, des participants. Donc, alors, directeur. Voilà, merci. Alors, directeur, oui, en fait, peut-être un petit mot à l'endroit de Tombouctou pour les remercier justement d'avoir initié ce partenariat. Cela nous honore. On fera le maximum pour justement apporter une contribution de qualité. Voilà, merci à eux. Merci. Monsieur Gaye. Oui, bonjour. Bon, peut-être souhaiter la bienvenue à tous les participants et aussi remercier nos partenaires. Et bonne session à tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Donc là, on va passer à la présentation et ensuite au partage d'expérience avec les différents participants. Je suis là. Oui, allô? Oui, il est là. Incognito, donc il est là, oui. Bon, je voulais dire bonsoir à tout le monde et puis m'excuser pour ce retard. J'étais dans une autre réunion tout à l'heure. Je suis heureux de vous rejoindre, mais je laisse le lead à Selesek et puis s'il le faut, je répondrai aux questions. Merci. Présentement, nous pouvons passer donc à la présentation donc, là, des différents participants et au partage d'expérience. Je vois sur la liste dans le panier, donc je vois non, d'abord Mbassachoun. Mbassachoun. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est Mbassachoun de Timbuktu Institute. Merci. Awadem? Est-ce que Awadem, est-ce qu'il nous entend? Oui, Awadem, votre micro. Oui, je vous entends. Bonsoir. Les présentations, oui, effectivement, oui. Comment? Bon, c'était pour les présentations, en fait, qu'on vous a sollicité. Moi, c'est Hawadem depuis la Mauritanie. Oui. Allô? Oui. Je suis à la presse écrite. Merci beaucoup. Ndiaye Biguessa. Ndiaye Biguessa. Bonsoir. Moi, c'est Ndiaye Biguessa de l'Initiative News en Mauritanie. Merci. Je vois Nathalie.
Oui, bonjour, c'est Nathalie de Sayara International. Je suis en chemin, donc je suis en tuk-tuk, mais je suis bien là. Won Amadissi. Oui, bonjour. Bonjour. Bon, c'est Won Amadissi depuis Mauritanie, donc à Nouakchott. Je suis journaliste indépendant et financier. Merci beaucoup. Bokar Kalidouba. Bokar Kalidouba. Est-ce qu'il nous entend? Bokar Kalidouba. Mamoudou Omarli. Mamoudou Omarli. Non, non plus. Bon, je pense que j'ai épuisé la liste. Hein. J'ai épuisé la liste. Bokar Kalidouba, il ne nous entend pas jusqu'à présent. Mamoudou Omarli. Bien, très bien. Donc, merci à vous. Vous êtes inscrit donc là pour cette formation de renforcement de capacité sur donc, la COVID-19, la désinformation et les médias dans les pays du Sahel. Est-ce que vous, par rapport à cette thématique, comment avez-vous vécu donc là cette crise sanitaire? Quelles sont, dans vos activités professionnelles, avez-vous eu à vivre une expérience singulière par rapport donc à cette thématique-là de la COVID-19 dans votre travail quotidien? Awadem, si je prends l'exemple de Awadem, est-ce que vous avez eu à vivre donc, une expérience relative donc, au traitement, donc, à votre activité professionnelle, au traitement de l'information en lien donc, avec la COVID-19? Oui, j'ai eu des difficultés quand je traversais ça, puisque à la période du Covid, on était obligé d'aller sur le terrain et de recueillir des informations, puisqu'on ne pouvait pas se limiter juste au fait d'être dans le bureau et de travailler sur Internet. Non, non, on devait aller sur le terrain, récupérer des informations, aller dans les hôpitaux. C'était un peu risqué, mais on a essayé, on a fait le maximum pour bien faire passer l'information. Et aussi, les autorités nous ont aidés avec des masques, des gels, et tout pour nous protéger. Et alhamdoulilah, on s'en est bien sorti. En fait, merci beaucoup, mais en fait, c'est beaucoup plus en lien avec la thématique de la désinformation. Est-ce que vous avez eu à vivre donc là certaines expériences relatives à la désinformation? Est-ce que pendant cette période-là, vous avez eu à être assailli par des rumeurs, par donc là, des fakes et ainsi de suite, en tant que praticien? Oui, on a eu à rencontrer de fausses informations, mais avant de publier ces genres d'informations, on a été obligé de vérifier les sources et de vérifier si ces informations étaient fiables pour pouvoir les publier, puisqu'on ne peut pas se permettre de publier des informations alors que c'est faux en tant que journaliste. Ok, merci. Est-ce qu'il y a un autre participant qui a une expérience à partager avec le groupe? Et s'il y a un autre participant qui a une expérience à partager avec le groupe, parmi ceux qui sont inscrits? Monsieur le professeur, est-ce que je peux poser des questions? Oui, absolument. Une question. Oui. À la suite de madame, bon, elle disait qu'elle a pris le soin de vérifier les informations, mais est-ce que c'est toujours évident de procéder à des vérifications? Quand on sait que des fois, il y a des informations qui circulent à la vitesse de la lumière et qu'après, si on n'a pas le dispositif adéquat, est-ce qu'il est toujours facile, aisé, de vérifier toutes les informations qui nous parviennent par rapport à l'ensemble des assistants? C'est une question. Non, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, puisque à chaque fois qu'on vérifie des informations, on nous dit de repasser, ou bien on nous dit que le médecin n'est pas là, ou bien on nous dit que on n'a pas à chaque fois les informations nécessaires pour pouvoir publier ça, puisque en temps normal, un journaliste doit toujours avoir une information sur la dent. Et une information, tout le monde en a besoin, surtout pendant la pandémie. Tout le monde s'attendait à 19h ou à 18h à voir les notes, le nombre de contaminations par contact signé en communauté et tout. Mais c'était pas, en tout cas, c'était pas facile. C'était pas facile du tout.
on a fait de notre mieux et avec le danger qu'on était exposé par rapport au Covid-19, puisque c'est pas facile déjà d'être exposé au danger. On peut être contaminé et aller contaminer à nos familles. Donc, on a pris un grand risque sur ça. Donc, vous n'avez jamais été manipulé par une source ou en tout cas trompé par une source, une quelconque information qui vous étiez parvenue? Jamais? Non, jamais. J'ai jamais accepté ça. D'accord, ok. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres participants qui voudraient partager leur expérience s'ils en ont vécu? Est-ce qu'il y a d'autres participants qui voudraient partager leur expérience? Moi, me concernant, oui. Donc au début quand même, j'ai reçu pas mal d'appels, des gens qui me demandaient sur le coronavirus, l'origine et tout ça, et surtout sur les fameux mélanges là que tu peux prendre, par exemple le gingembre, le limon, tu bois ça, vous comprenez? Donc il y a pas mal d'appels, les gens m'appellent pour quand même, comment dirais-je, recueillir des informations sur ça. Donc si j'ai l'information claire, j'essaie d'expliquer à la personne. Et si je n'ai pas l'information ou bien j'ai des doutes sur l'origine, par exemple, je contacte d'autres journalistes qui sont plus informés que moi. Donc, ces derniers vont me donner l'information afin que je puisse répondre la question de ces personnes qui m'appelaient. OK. Et là, ils vous interpellent en tant que journaliste pour que vous leur donniez la bonne information relative à ces rumeurs-là ou bien à ces faits-là? Oui. Pourquoi ne pas dans ce cas contacter donc les services Tout à fait. Les services médicaux. Il y a des gens assermentés dont c'est le travail. Pourquoi ils se servent comme relais pour avoir ces informations-là? Bon, il faut comprendre aussi que la majorité des personnes qui m'appellent, c'est les personnes qui ne sont pas informées, ils ne savent pas qu'il y a ces services-là. Donc, en plus de ça aussi, les services, au début, vous pouvez appeler, mais le traitement est trop lent. La réponse claire. Donc, c'est pourquoi ils passent par d'autres canaux pour avoir l'information. Donc, c'est pourquoi il m'appelle. Donc, avant même coronavirus, parce que j'ai donné souvent des informations. Donc, il avait confiance en moi. C'est pourquoi il passe par moi au lieu d'aller directement vers ces centres-là. OK. Est-ce qu'il y a d'autres participants qui voudraient partager l'expérience? Bon, je voudrais rebondir sur ça. Bon, je ne voudrais pas que ça tire en longueur. Puisque, je voudrais rebondir sur ce qu'il vient de dire, parce que, bon, si lui, il est interpellé en tant que professionnel des médias pour justement apporter en tout cas confirmer des informations relatives au remède de la COVID-19, ça me paraît problématique, puisque lui, comme vous l'avez si bien dit, monsieur le professeur Moumouni Kamara, le journaliste a des limites par rapport à certaines informations médicales. Il n'est pas un expert, il n'est pas médecin, même si après il dit qu'il se tourne en cas de difficulté vers d'autres journalistes. Je pense que un journaliste, c'est quand même quelqu'un qui est, si vous voulez, spécialisé dans le domaine de l'information et non dans le domaine de la médecine. Et donc là, ça me paraît problématique, quoi. Alors moi, en l'occurrence, dans le cas d'espèces, quelle est la réponse que lui-même il a servi et quelle a été sa source à partir de laquelle il a tiré sa réponse? Ça. Je peux répondre? Oui, Wansi. Oui, là aussi, je suis en contact avec certains médecins que je connais qui travaillent à l'hôpital, par exemple, dans les hôpitaux ici à Nouakchott. Donc, quand j'ai ce type-là de questions-là, donc c'est eux directement que je m'adresse. S'ils ont l'information claire, ils vont me dire que oui, on peut faire ceci ou non, on peut pas faire cela, ou ça c'est des fake news, comme ça. Donc lui, il va me dire ce qu'il en connaît, comme ça pour que je puisse répondre à ces personnes-là. Et des fois même, quand on m'appelle pour ces questions-là, je vais essayer directement de relire, de donner le contact d'un médecin ou une personnel de santé à ces personnes-là, comme ça pour qu'ils puissent directement, questionner la personne et avoir la réponse. OK. Merci beaucoup, M. Si. Est-ce qu'il y a d'autres participants qui voudraient partager une expérience vécue durant cette période-là?
Est-ce qu'il y a d'autres participants? D'autres participants, est-ce qu'il y en a? Non? Donc, merci beaucoup. On va pouvoir, merci pour ce partage d'expérience-là. Nous allons pouvoir maintenant donner la parole aux différents intervenants. Mais comme j'ai dit, on va essayer autant que faire se peut donc, de réduire le temps de la présentation, donc le temps de la présentation pour permettre donc, là, par la suite d'avoir un échange beaucoup plus fructueux, beaucoup plus, un temps d'échange beaucoup plus important. Je l'avais dit donc, dans mes propos liminaires, ce module, ce curriculum de formation est structuré donc, en 3 modules. Et ces 3 modules se serviront de sous-bassin aux échanges cet après-midi. Et là, pour ce qui concerne le premier module, essentiellement après le partage des expériences, c'est donc un décryptage conceptuel des notions telles que la désinformation et la mésinformation, et même d'autres concepts. Parce que pour mieux comprendre les enjeux de la désinformation, il faut savoir de quoi il s'agit. Comment se manifeste donc la désinformation? Comment s'articule-t-elle? Donc, c'est essentiellement à travers ce module qu'on va comprendre en fait donc là, les enjeux de la désinformation. De quoi il considère la désinformation? C'est M. Selesek qui, en guise de module d'introduction, va essayer donc là plus ou moins de faire ce décryptage-là. Ici, il le fera ce décryptage-là en compagnie donc là, de M. Moburindia, directeur du CESTI. M. Selesek, vous avez la parole. Célèbre, vous avez votre micro. Oui, d'accord. Alors, donc je disais merci, monsieur le directeur des études, monsieur le professeur Moumini Kamara. Vous avez, je pense, très bien introduit ce module relatif au concept, à l'exploitation des concepts. Et bon, c'est vrai que monsieur le directeur m'a filé la patate chaude puisque, bon, je pense qu'il a beaucoup plus d'informations que moi à donner, mais bon, puisqu'il me demande donc gentiment de prendre la parole en premier, je le ferai. Je vais m'adonner à cet exercice. Alors, effectivement, vous l'avez dit dans vos propos liminaires, quand on parle de lutte contre la désinformation sur la COVID-19 en Afrique de l'Ouest, il est clair qu'on ne pourra réussir le travail que lorsque on s'attaquera en premier au concept lui-même, c'est-à-dire tout ce qui est au concept de désinformation et à ces notions voisines. Parce que déjà, la désinformation, c'est un concept qui est dans l'air du temps. On en parle partout, que ce soit en Afrique, en Europe, partout dans le monde. C'est un concept vraiment qui est émergé, qui est dans l'air du temps. Et ce concept-là a aussi des notions voisines. Et justement, le module que je suis chargé de dérouler, c'est un module qui s'intéresse au concept. D'abord, c'est quoi une désinformation? C'est quoi une mésinformation? C'est quoi une fake news? C'est quoi une intox? C'est quoi une fausse nouvelle? Voilà, si vous voulez, les questions auxquelles nous tenterons de donner réponse. Alors, en ce qui concerne la désinformation, c'est quoi désinformer? En fait, je pense que je peux partager mon écran. C'est quoi désinformer? Le désinformer veut dire, c'est le fait de propager délibérément des informations fausses en vue de satisfaire un intérêt particulier ou d'atteindre un but particulier, influencer une opinion, affaiblir un adversaire, etc. etc. C'est ça. Donc, dans la notion de désinformation, il y a l'idée que la personne qui propage les informations fausses, effectivement, l'a fait de manière délibérée. Cette personne a bien conscience que ce sont des informations fausses. Et il prend donc la liberté de propager ces informations fausses, donc de manière délibérée. C'est ça, en réalité, la notion de désinformation. Maintenant, une notion voisine à la notion de désinformation, c'est la notion de mésinformation. C'est quoi une mésinformation? En fait, mésinformer, c'est le fait de propager dans le public de fausses informations sans en avoir conscience. Ici, les informations diffusées par là où les sources
auxquelles le désinformateur se fie sont insuffisantes, soit tronquées, soit totalement fausses. Vous voyez, donc en fait, dans la notion de mésinformation, on voit bien que la personne, ici en l'occurrence le journaliste, qui relaie l'information n'a pas conscience qu'il s'agit d'une information fausse en fait. Donc il est trompé de bonne foi. Il n'a pas conscience qu'il s'agit d'une information fausse et malgré tout, il relaie cette information qui est fausse. Voilà. Alors, ensuite, une notion fondamentale aussi en ce qui concerne la désinformation, c'est la notion de fake news ou d'infox en français ou de fausses nouvelles simplement, pour parler simplement. Alors, ce sont des termes qui sont synonymes. Fake news, infox, fausses nouvelles, c'est synonyme, c'est la même chose. En fait, il s'agit d'une information falsifiée ou trompeuse. Donc, une information falsifiée, c'est qu'effectivement, on peut partir justement de la réalité, la falsifier, d'accord? La présenter, et donc une information trompeuse, c'est une information qui a les apparences de la réalité, de la vérité, du réel, mais qui, en réalité, n'est pas conforme à la réalité, n'est pas conforme au réel. Voilà. Et qui, cette information trompeuse-là, falsifiée, est de nature à induire les récepteurs en erreur. Donc, il va de soi que la fake news s'oppose à la vérité, à la réalité, au réel et même à l'authenticité. Voilà donc. Et ensuite, quelque chose d'extrêmement important, je pense qu'à la suite de ces développements conceptuels, il nous faut faire quelques remarques. Moi, j'en ferai 4. La première remarque, c'est de dire que malgré toutes ces distinctions, toutes ces actions, que ce soit la désinformation, la mésinformation, les fake news, etc., tout ça, toutes ces actions produisent les mêmes résultats. Les informations dont il s'agit, ce ne sont pas des informations conformes à la vérité, ou au moins à la réalité. Donc ici, le résultat que ces actions produisent est le même, c'est qu'il s'agit d'informations fausses, donc d'informations qui ne sont pas conformes à la réalité ou à la vérité ou au réel, comme vous voulez. D'accord? Ensuite, la deuxième remarque, c'est par rapport aux canaux de diffusion des fake news, des informations fausses, les canaux de diffusion. Ce sont des canaux qui ont deux principales caractéristiques, c'est d'avoir une vraie puissance, c'est-à-dire d'être des canaux très puissants et de pouvoir faire circuler l'information qui passe au travers eux à des vitesses lumière, à une vitesse lumière, à une vitesse accélérée de propagation. D'accord? C'est pour ça, aujourd'hui, il y a un concept, il y a un terme qui est utilisé pour justement traduire toutes ces caractéristiques-là, c'est la notion de viralité. En fait, une information virale, comme c'est le cas pour la plupart des fake news, est une information partagée massivement, c'est-à-dire par des milliers de personnes en quelques minutes. Le temps suffisant pour la rendre tenace, d'ailleurs, malgré un démenti qui peut prendre plus ou moins du temps. Voilà. Alors, la troisième remarque, c'est par rapport au phénomène, c'est pour dire que le phénomène des fausses informations, des fake news, n'est pas un phénomène nouveau. Le monde en a connu, bien avant même la pandémie de la COVID-19. Il nous vient à l'esprit le faux charnier de Timișoara, en Roumanie, en 1989, les protocoles des sages de Sion, qui a été rédigé en Russie. Ce n'est pas pour rien qu'on taxe de la Russie de désinformateurs, d'être à l'origine de la désinformation, etc. Et un autre exemple, la fausse interview de Fidel Castro par PPDA, Patrick Poivre d'Arvor. Voilà. Donc les fausses nouvelles ne sont pas justement un phénomène nouveau. Ça, il faut le dire. Ensuite, quatrième remarque, c'est que les fake news sont diffusées au travers des services de communication au public en ligne. Donc, principalement ici, ce sont les réseaux sociaux. Or, la neutralité technologique impose aux prestataires techniques, que ce soit le fournisseur d'accès, le fournisseur d'hébergement, impose à ces prestataires techniques de mettre sur un même pied les contenus des éditeurs de presse, les professionnels des médias, et les autres contenus des internautes anonymes, simples, quidam, etc. Donc, le même contenu, le contenu des journalistes est placé sur le même pied d'égalité
que le contenu de n'importe quel internaute à travers le monde. Ouais, donc il n'y a pas une hiérarchisation par rapport justement au placement des contenus. Voilà. Que ce soit un contenu professionnel ou non professionnel, c'est à la même enseigne. C'est justement la neutralité technologique. Ils peuvent pas, ces prestataires ne peuvent pas discriminer en fonction des contenus. Voilà. Donc ça aussi, ça facilite, si vous voulez, ça a un peu facilité la propagation des fake news. Parce que désormais, tout le monde a droit au chapitre au travers de l'Internet et surtout du Web 2.0. Tout le monde a droit au chapitre, il peut dire n'importe quoi et tout ce qu'il veut. Et elle aura, cette personne-là, la même audience que les médias traditionnels. Donc ça, c'était les 3 remarques. Pour dire quoi? Pour aboutir justement à ceci, c'est que désormais, pardon, je pense que j'ai un problème par rapport à la Chine. Désormais, les délinquants se réfugiant derrière l'anonymat qu'offre l'Internet ont trouvé une zone de prédilection pour satisfaire leurs besoins. Désormais, les informations jadis communiquées de bouche à oreille ou sous l'oreiller, des informations intimes, ont atteint le grand public, la communauté mondiale des Internets. Désormais, les services de communication au public, et donc notamment ici les réseaux sociaux, mettent entre les mains des conspirationnistes, d'accord, de tout genre, une arme de destruction massive que constituent les fake news, d'accord. Désormais, les errants oisifs à la moralité débridée, à l'imagination fertile et en manque de reconnaissance se délectent sur le cyberespace avec des blagues à faire frémir plus d'un. Comble de la situation, il semblerait que notre époque est celle de la post-vérité, post-truth. Selon Oxford Dictionaries, qui consacre ce néologisme comme mot de l'année de 2016, on parle de fausse vérité quand des circonstances où les faits objectifs exercent moins d'influence dans la formation de l'opinion que les appels à l'émotion ou à la croyance personnelle. En réalité, cette époque de la post-vérité, justement, c'est une époque dans laquelle les gens ont tendance à croire plus à leurs émotions, à adhérer plus à leurs émotions, à croire plus à leurs croyances qu'aux faits objectifs qu'on leur présente. Malgré le caractère objectif de ces faits-là, ces personnes-là ne veulent pas y croire. Ils préfèrent croire à leurs opinions personnelles et justement, et donc laisser libre cours à leurs émotions s'exprimer. Et toutes les informations qui vont dans le sens de leur croyance, effectivement, ils croient ces informations-là et ils les mettent en avant. Et même les partagent, ce qui complique la chose. Voilà. Donc ici, il s'agit d'un déni de la réalité. D'un déni de la réalité. Donc ici, eu égard à toutes ces constatations que nous venons de faire, l'Internet est devenu le terreau fertile des fausses informations de tout genre. Justement, la pandémie de la COVID-19, en mettant à nu cette nouvelle donne, en révèle du même coup le grand péril qu'elle fait courir à nos sociétés du point de vue de la stabilité. À cause des fake news, effectivement, il y a une menace sur la stabilité de nos sociétés. Il y a une menace par rapport à notre bien-être et à l'épanouissement des membres de la société. Parce que quand on nie l'existence de la COVID-19, quand on nie de manière massive l'existence de la COVID-19, ça, effectivement, ça entraîne des dommages irréparables pour certaines personnes qui vont se laisser aller, qui ne vont pas adopter les mesures barrières, etc. Vous voyez, donc ça porte atteinte, c'est une menace directe au bien-être et à l'épanouissement, à la santé même, à la vie même des personnes. Et c'est extrêmement grave. Donc voilà le premier péril que fait courir les fake news, la propagation des fake news. Et deuxième péril, c'est par rapport à notre démocratie. Puisque le défi maintenant, c'est de parvenir à des débats d'idées objectifs. Pour parvenir à des débats d'idées objectifs, il faut que tous ces débats-là soient assis sur la réalité. Or, ici, avec les notions de fake news, etc., avec l'ère de la post-vérité, on est loin de la réalité. C'est vraiment le contraire de la réalité. Comme j'ai dit tout à l'heure, il s'agit plutôt de faire place à nos émotions, à nos croyances personnelles, qui, hélas, pour bien des cas, sont très loin de la réalité que nous vivons. Donc ici, il y a un problème qui est posé par rapport à notre démocratie. Donc le fait de pouvoir poser des débats d'idées qui soient fondés sur la réalité objective.
Ça, c'est un vrai défi que nous lance justement la diffusion massive des fake news. Voilà, donc je pense que monsieur le directeur des études, je pense que c'est tout ce que je pouvais dire par rapport au concept. Et je suis sûr que monsieur le directeur, monsieur Ndiaye du CESTI, pourra absolument compléter de manière très utile le reste de l'exposé en ce qui concerne les concepts. Voilà, donc je donne la parole à monsieur le directeur du CESTI, monsieur Ndiaye. S'il est là, monsieur le directeur, vous avez la parole. Bonjour à tous, mais je pense que M. Selesek, mon collègue Selesek a dit l'essentiel. Je pense je reste disponible pour les échanges plus tard. Mais ce qu'il a dit, c'est clair et honnêtement, on ne peut pas en dire plus. Félicitations, chers collègues. Merci. Merci. Ce cadrage conceptuel, merci M. Sek pour ce cadrage conceptuel qui a mis l'accent sur les notions de désinformation et de mésinformation. Et même moi, je serais tenté d'y ajouter donc là un autre concept, le concept de surinformation. Tout à l'heure, vous avez fait allusion donc à la viralité donc là, des fake news grâce aux réseaux sociaux. Effectivement, on pourrait ajouter donc à ce que vous venez de dire, donc la notion de surinformation, parce qu'on est tellement envahi par donc voilà, une quantité incommensurable d'informations, donc on est dépassé, on en a au-dessus de la tête, ce qui fait qu'on a du mal donc, à avoir une certaine lucidité en face de cette information-là, et ça pose un problème. Mais le cadrage que vous venez de faire est important, et vous l'avez évoqué dans votre exposé, et ça nous servira donc plus de tremplin pour un peu aborder notre module, moi et le collègue Saïd Gaï. Nous, on va essentiellement mettre l'accent sur certains aspects, parce que notre module est intitulé l'épidémie médiatique. Vous savez qu'on parle d'infodémie. Nous, notre intitulé, c'est l'épidémie médiatique, voies et moyens de la désinformation. Après avoir défini les concepts, maintenant, on essaie de mettre l'accent sur les voies et moyens de la désinformation. Quels sont les mécanismes? Donc là, comment se manifeste donc la désinformation donc là, quand on parle donc, de Covid? C'est essentiellement nous ce à quoi donc là, on va s'atteler. Et un peu pour rebondir sur donc, les propos de M. Selesek, tout à l'heure, il a parlé donc, de la viralité. Donc, voilà, la viralité. Nous, maintenant, la question qu'on se pose, s'il y a tant de désinformation, de manipulation, de fake news, de rumeurs, donc, quelles sont donc, là, les raisons? Quelles sont les causes? Et nous, la première cause qu'on a ciblée, c'est essentiellement, on parle de désordre structurel de l'information. C'est-à-dire que essentiellement, on est maintenant en face d'un écosystème médiatique qui a évolué. Et M. Selesek l'a évoqué dans ses propos. On est en face d'un écosystème médiatique qui a évolué, donc là, qui se caractérise par la présence, donc là, par l'avènement des réseaux sociaux. Donc, une mutation, première remarque, si la désinformation prospère, s'il y a des fake news, s'il y a donc là des rumeurs de fausses nouvelles, c'est quelque part, c'est tous ces fake news, toutes ces fausses nouvelles, quelque part, prospèrent, donc prennent naissance à travers un laboratoire de la désinformation, et ce laboratoire, plus ou moins, donc, a pu émerger grâce donc, à la mutation donc, de l'écosystème médiatique, parce qu'on n'est plus donc, dans la logique des médias traditionnels. On est maintenant en face donc, et il a dit tout à l'heure, à travers les réseaux sociaux, donc là, on n'est plus dans la verticalité où la production donc là, va donc là, de plus ou moins de l'organe médiatique vers le public. On est à la fois donc le producteur également diffuseur d'informations. Et là, ça complique la tâche. Ce qui fait que nous allons aborder ce qu'on a appelé donc la mutation du système, la mutation de l'écosystème des médias et ses effets donc là sur les contenus médiatiques. Nous allons également aborder donc là pourquoi. Parce que normalement, les auditeurs, téléspectateurs, lecteurs doivent pouvoir s'appuyer donc là sur les médias traditionnels. Pourquoi il y a cette méfiance donc là vis-à-vis des médias traditionnels? Pourquoi également il y a cette méfiance là vis-à-vis de la parole officielle? Parce que normalement, en situation de crise, notamment en situation de Covid, on doit pouvoir donc plus ou moins, si je prends l'exemple du confrère donc là de Si qui avait pris la parole pour dire qu'il y a certains
parmi la population des gens qui l'interpellent afin qu'il leur donne des informations. Donc, pourquoi il y a cette défiance-là vis-à-vis donc, de la parole officielle, mais également de la parole des médias traditionnels. Là également, on va essayer de le voir. On va aussi donc, là, explorer donc, là, ce qu'on a appelé donc, là, des médias alternatifs, parce que s'il y a une méfiance vis-à-vis donc, là, de la parole officielle, vis-à-vis des médias traditionnels, forcément, la nature ayant horreur du vide, forcément, donc les gens vont essayer de trouver l'information ailleurs. Maintenant, c'est plus ou moins à travers les réseaux sociaux. On va essayer de voir un peu comment ces médias alternatifs-là, que nous avons considérés comme étant des îlots de propagande douce, comment cette désinformation se manifeste à travers ces médias-là. Maintenant, à propos de l'écosystème des médias, il y a une mutation de l'écosystème des médias. Forcément, il y a un impact donc, là, sur donc, la façon dont on produit l'information, mais également dont on la diffuse. Parce qu'on constate qu'il y a ce qu'on pourrait appeler donc, voilà, comme un brouillage essentiellement donc, des frontières entre journalistes de communication. Donc, parallèlement à l'expansion du web, nous avons l'émergence, nous sommes en face de l'émergence de ce qu'on appelle les réseaux sociaux numériques qui ont contribué donc, là, à une profonde remise en cause donc, là, de la coupure entre producteurs et consommateurs d'informations. Ainsi, donc là, de ce point de vue-là, il y a forcément donc, un relatif brouillage donc, là, des frontières qui régissent donc, le journalisme et la communication. On ne sait plus qui est journaliste, qui n'est pas journaliste. Donc ça, c'est un premier constat. Donc il y a également, je l'ai évoqué tantôt, la remise en cause donc, du monopole journalistique de la médiation. Il y avait un monopole journalistique de la médiation. Pourquoi il y a cette remise en cause du monopole journalistique de la médiation? C'est parce que quelque part, on assiste à une démultiplication des messages, des images qui sont disponibles, donc là, et cela bat en brèche plus ou moins donc là, le monopole journalistique de la médiation dans l'espace public. Puisque dans la mesure où on a normalement, si les choses fonctionnaient normalement, on a des journalistes donc là, qui produisent des informations à destination d'un public. Maintenant, à cause de cette démultiplication des messages, à cause des réseaux sociaux, forcément, donc là, il y a plus, donc là, on dépasse la verticalité. On n'est plus dans la verticalité, donc médias, journalistes, publics. Maintenant, on est dans l'horizontalité parce qu'on est à la fois producteur et consommateur d'informations. Donc, ce qui fait que cette mutation de l'écosystème médiatique, forcément, a un impact et l'avènement des réseaux sociaux également joue un rôle fondamental. Je l'ai dit tout à l'heure. Et entre autres aspects qui caractérisent aussi donc, voilà, ce nouvel écosystème marqué par la présence massive donc, de réseaux sociaux également. Donc, c'est essentiellement la verticalité. On passe de la verticalité à l'horizontalité médiatique. Les pratiques, on assiste donc au fait que les pratiques des utilisateurs demeurent plus ou moins horizontales, c'est-à-dire que la recherche d'informations précède donc de site en site. Elle se fait donc là souvent par l'intermédiaire de moteurs de recherche, de recommandations sur les réseaux sociaux. Donc ce qui fait qu'il y a ce changement-là engendre donc là plus ou moins donc là, un désordre de l'information. Aussi, ça avait été évoqué, la diversité également donc là, et la pluralité des acteurs. Autant on avait des journalistes donc là, qui étaient attitrés, qui étaient assermentés. Maintenant, on a une multiplication donc là, des acteurs. Parce que tout le monde est producteur et diffuseur d'informations. Donc, on est en face de nouveaux paysages qui comportent donc là, une variété donc là, d'acteurs. On peut citer donc là les pure players et ainsi de suite, donc là, les consommateurs, donc là, les influenceurs. Et là également, donc là, ça pose un problème. Et pourquoi également, autre caractéristique de ce nouvel écosystème médiatique, c'est essentiellement on est à l'ère donc là, du numérique. Et il y a même un concept qui a été créé, donc là, on parle donc c'est la contraction donc là, de producteurs et usagers. Donc on parle donc là, on est maintenant à l'ère avec les réseaux sociaux, nous sommes à l'ère donc là, de ce qu'on appelle le produisage. L'ère numérique a supprimé plus ou moins les frontières, donc là, les barrières entre à la publication, qui donc là, dans la mesure où c'est une période qui est caractérisée par le transfert donc là, des outils de production aux personnes qu'on désigne souvent comme étant donc là, le public. Voilà, donc là. Auparavant, le travail donc, là, de mise en forme de l'information était destiné à un journaliste, maintenant, donc là, c'est tout le monde donc, là, qui peut faire ce travail-là. Donc, ce qui fait qu'on est dans la logique donc, du produisage, donc là, à la fois producteur, mais également usager. Également, ce qu'entraîne aussi donc, ce nouvel écosystème médiatique-là, qui est également vecteur des informations virales, c'est le fait que donc, les réseaux sociaux, donc là, il y a ce qu'on appelle, avec les médias traditionnels, il
il y a la fonction de médiation qui donc, joue, la fonction de médiation qui se joue. Maintenant, avec ces réseaux sociaux-là, cette fonction donc, de médiation disparaît. C'est la désintermédiation. Donc là, il n'y a plus donc, là, de SAS. Donc là, il n'y a plus de SAS donc, là, pour vérifier et recouper les informations. Donc, ce qui fait que ça également, cela constitue aussi donc, là, une des caractéristiques donc, là, de l'écosystème. Et donc là, on a des usagers qui sont producteurs, donc là, qui produisent l'information. Et cette production de l'information ne se limite uniquement pas à l'information. Il y a aussi, on est dans la numérisation de l'image, donc là, aussi qui est beaucoup plus facilitée donc, par le web 2.0, avec une grande quantité d'informations, de photos. Et tout cela contribue plus ou moins, donc là, je l'ai dit tantôt, tout cela contribue donc là à renforcer la confusion, donc là, à ne plus distinguer donc, la différence donc, entre bonne information donc, là, et mauvaise information, entre mes informations et des informations. Donc, c'est ce nouvel écosystème-là qui donc, bouleverse, donc, qui engendre donc, là, un désordre structurel de l'industrie de l'information qui a forcément un impact donc, là, sur donc, là, le produit donc, qui est fabriqué, sur les récepteurs, mais également sur les producteurs donc, de cette information-là. Et voilà un peu ce que j'avais donc là à dire à propos donc là, de ce nouvel écosystème. Je ne sais pas si mon collègue Gaï donc là peut ajouter donc là autre chose. C'est Gaï? Oui, merci prof, merci. Je pense que je peux laisser la vidéo comme ça. Ok, merci prof. Bon, peut-être ajouter quelques éléments par rapport à ta riche, disons, contribution pour ce module. Ce qu'il faudra dire à la suite du professeur Camara, c'est que cet écosystème, et d'ailleurs quand on utilise le mot écosystème, c'est un vocabulaire qui nous vient de la biologie, qui nous vient de l'environnement. Quand on parle d'écosystème, c'est qu'il y a des vies. Maintenant, ici, les vies, c'est quoi? C'est dans la pratique journalistique, quand on parle un écosystème, c'est presque la loi du plus fort qui est toujours la meilleure, pour ne pas dire la pire, si on fait une transformation avec l'écosystème médiatique. Et donc, dans cet écosystème-là, ce qu'on a remarqué par rapport à la crise du coronavirus, c'est que il y a une, comme il l'a dit, il y a une... c'est comme si on était à l'ère du soupçon de la parole officielle. Et quand on parle de parole officielle, ce n'est pas seulement la parole officielle publique, mais aussi c'est la parole des journalistes. Si vous remarquez bien, aujourd'hui, tout est passé sous le crypte, si vous voulez bien, du soupçon. Il y a un discrédit qui est là. Donc, dans cet écosystème qui est là, où on est en face de beaucoup d'éléments qui ne sont pas la réalité ou bien qui ne sont pas le vrai. Donc, le journaliste est obligé de faire attention parce que sa parole, même au-delà de l'autorité publique, sa parole aussi est soupçonnée par le grand public. Mais aussi, l'information que ce journaliste ou bien les données que ce journaliste reçoit, le plus souvent, ce sont des données qui sont parasitées par des éléments, parce que nous sommes dans un écosystème qui est là, qui bouge, qui évolue, mais qui, par rapport à une période de crise, parce qu'à chaque fois une crise, dites-vous bien aussi il y a une crise de la parole. Mais au-delà de la parole, il y a une crise des données. Il y a aussi une crise des toute cette période de coronavirus. Il faut prendre un peu ce que disait le professeur. Pendant cette période, ce qu'on a remarqué, c'est qu'on est à l'ère du discrédit. La parole officielle est devenue une parole presque soupçonnée. Et aussi, le traitement médiatique aussi entre donc dans cette ère du soupçon. Et cette ère du soupçon, c'est une ère qui est là, qui est généralisée et qui touche à tous les niveaux. Donc, même les journalistes doivent prendre en considération que même le traitement médiatique, ou bien même les données auxquelles il fait face, ces données-là aussi sont parasitées par quelque chose. Maintenant, il faudra toujours voir cette quelque chose, c'est quoi, et aussi ne pas être prisonnier de l'immédiateté,
n'est pas aussi être prisonnier du sensationnel et ne pas être aussi prisonnier peut-être des faits qui sont repris par d'autres. Parce que dans cette crise sanitaire, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a eu presque ce que Ignacio Ramonet appelle un tam-tam planétaire. C'est-à-dire que quand une information est partagée par certains médias, les autres médias font du suivisme. Donc, ce qu'il faudra prendre en considération, en fait, c'est ça. Donc, c'est pourquoi on a intitulé ce module-là comme étant voilà, des espaces de fabrication de fake news, des laboratoires, on peut dire, et ces laboratoires-là, plus souvent aveuglés par la pratique, c'est pourquoi on ne fait pas attention par rapport à votre présentation. Merci. Merci, cher collègue Saïd. Merci beaucoup, cher collègue Saïd, pour ces précisions qui ont été apportées à mon exposé. Maintenant, on pourrait évoluer pour voir d'autres aspects, toujours par rapport donc, là, à ce module-là. J'avais dit donc là qu'essentiellement, il nous fallait donc là donner donc là, les manifestations, comment se caractérise, comment se manifeste donc là cette désinformation-là, quel est donc là, le terreau donc là, qui a vu naître donc là ces fausses nouvelles-là, ces rumeurs, ces faits, mais également voir un peu donc là, comment se manifeste concrètement, quels sont les mécanismes donc là, de cette désinformation-là, comment se manifeste cette désinformation-là. Donc, c'est un peu ce qu'on va voir un peu dans cette partie-là, les ressorts et les mécanismes de la désinformation. Quelle est la rhétorique qui sous-tend cette désinformation-là? C'est un peu donc là ce qu'on va voir. Et parmi ces éléments rhétoriques de la désinformation, on a, certes, dans les réseaux, que ce soit dans les médias traditionnels ou dans les réseaux sociaux, forcément, donc là, il y a un canal, donc là, il y a un code qui permet donc là de diffuser ces fausses nouvelles-là. Quel est ce code? Maintenant, nous, on s'est dit qu'il y a deux choses. C'est soit à travers donc là, les écrits, mais également à travers les images. Et nous savons tous donc là l'appétence que les usagers ont pour donc là, les images dans les réseaux sociaux. Donc, on a cette mise en scène donc là, de la désinformation, les ressorts et les mécanismes de la désinformation. On peut avoir une mise en scène, et surtout pour ce qui concerne l'image. L'image est un support qu'on retrouve beaucoup donc, là, dans le cadre de cette désinformation-là. On peut avoir une mise en scène, on peut avoir donc là des retouches, on peut avoir des décadrages, on peut avoir des photomontages, on peut même détourner. Et cela facilite certainement une interprétation erronée donc là, des données. Ce qu'il faut également dire, nous savons tous donc là qu'à travers donc là, les images, donc là, la manipulation est beaucoup plus facile. Souvent donc là, dans le contexte Covid, il y a le recours à beaucoup d'images. Et ce recours d'images-là donc là constitue aussi un piège. On peut avoir donc, une manipulation à travers les images. Parce que quoi que l'on puisse dire, la manière dont un producteur d'information enchaîne donc, les images, les cadres, le rythme donc, qui donne à un montage, même la musique donc, qui peut accompagner l'image, c'est autant d'éléments donc, là, qui construisent donc, là, son message, mais également autant d'éléments qui pèsent sur celui qui va les recevoir. Surtout quand ces images donc, là, sont accompagnées donc, là, ont une dimension donc, là, émotive. Et voilà, donc là, ça peut constituer un piège. Donc là, essentiellement, il faut refuser, il faut qu'il y ait un refus de l'instrumentalisation par l'image, qui nous conduit souvent donc là, à insister sur un caractère peut-être plus ou moins construit, à porter attention donc là, aux effets de circulation du contenu, donc là, les sources, la gestion des flux, voire même à leur description. Donc là également, à travers l'image, on peut facilement donc là, se faire manipuler, surtout en période d'incertitude, en période de crise. Hein. Donc c'est également un élément qu'il faut souligner. Autre aspect donc voilà, au-delà donc là là par exemple donc là c'est une image donc là que j'ai insérée, c'est l'image, je ne sais pas si vous voyez bien donc là, est-ce que vous voyez bien l'image? Est-ce que vous voyez bien? Oui, on voit bien l'image. Très bien. Là c'est en fait une photo donc là du président de la République du Sénégal avec quelques membres de son gouvernement. C'est une photo donc là qui plus ou moins donc, qui va subir donc un peu ce que je viens d'évoquer, mais là en l'occurrence ce serait un photomontage. Donc là c'est un photomontage. Ça c'est la photo originelle. La photo originelle. En bas on a une photo donc là qui a subi donc là plus ou moins un Photoshop, avec un montage qui fait porter donc là au président de la République et aux membres du gouvernement
donc là, des masques. Là, ça montre également que ça peut être un piège. C'est un piège, donc là, c'est un aspect illustratif de ce que je venais de dire avec les images. Donc là, on est essentiellement donc, dans ce qu'on appelle donc, une fake. Autre exemple, voilà, celle-là, c'est un exemple beaucoup plus patent. Le président sénégalais avec son masque pour se protéger donc, du coronavirus. Donc là, c'est vraiment donc là, c'est du photomontage. Là également, on a un autre exemple donc là, de la prudence avec laquelle on doit prendre donc, là, les images. On nous montre plus ou moins l'image d'une femme qui porte donc, un cadavre donc, d'une main. Alors qu'en réalité, donc là, c'est une image donc, là, qui provient de manifestants américains qui critiquent, qui récusent donc, la façon dont l'État donc, là, américain, le gouvernement américain donc, a géré donc, là, plus ou moins cette pandémie-là. Alors que là, on donne l'image en disant que c'est une femme qui porte un cadavre lié donc là à la Covid, lié donc là au Covid-19. Donc là également, on est essentiellement dans la manipulation. Vous voyez donc là tout le temps facilement on peut mettre en scène donc là on peut mettre en scène l'image pour désinformer. Donc là, la mise en scène donc là de la désinformation passe également donc là par l'image. L'image donc là également un support donc là pour désinformer. Donc là également c'est un aspect donc là à prendre en compte. Autre aspect aussi, au-delà de l'image aussi, je l'ai dit, quels sont ces ressorts-là? On peut passer par l'image, mais également, on peut aussi donc là, se servir donc là, de certains mécanismes. Donc là. Et parmi ces mécanismes-là, il y a ce qu'on appelle donc là, les biais. Donc, les biais. On a tous donc là, des croyances. Donc là, on a tous des croyances. Et parmi ces biais également qui contribuent donc là, à faciliter donc là, la désinformation, on a ce qu'on appelle les biais de confirmation. Les biais de confirmation. Qu'est-ce qu'un biais? Les biais cognitifs, c'est en général, c'est des mécanismes de pensée qui poussent le cerveau humain donc, là, à tirer donc, des conclusions souvent hâtives. Tout à l'heure, j'ai évoqué donc, la surinformation. Donc, voilà. Quand on est en face d'une abondance, d'une quantité énorme d'informations, forcément, donc, là, il y a ce qu'on appelle la limite d'attention. Une limite d'attention qui fait que donc là, on perd sa lucidité et facilement, on croit à ce qui est dit, on croit à ce qu'on lit. Et là, ça pose un problème. Là, c'est ce qu'on appelle donc, là, la limite d'attention. Au-delà du biais de confirmation. Le biais de confirmation, en lien beaucoup plus avec la désinformation, c'est quoi? C'est souvent, le biais de confirmation fait référence à la préférence qu'on accorde aux informations donc là, qui confirment nos croyances. Donc là, je crois en de telles choses. Donc là, l'information qui est véhiculée va dans ce sens-là. J'ai tendance à le croire. Et de ce qui fait de ce point de vue-là, nous sommes donc là, si on tombe dans ce biais de confirmation-là, nous sommes susceptibles donc là, de croire aux fausses nouvelles si nous sommes d'accord donc, avec ce qui est dit sans pour autant prendre le recul critique donc, nécessaire. Si nous ne sommes pas donc, là, sceptiques donc, là, envers ces fausses informations-là. Donc là, ça c'est un biais de confirmation. Et souvent, on a vu que donc, dans le contexte de Covid, donc là, il y a des gens qui ont eu donc là, à être désinformés parce qu'ils ont été victimes de ce biais de confirmation-là. Mais également, autre aspect, on ne va pas toutes les voir. On a aussi également d'autres biais donc là, qui peuvent donc là, prospérer donc là, dans le cadre de la désinformation relative au Covid. C'est donc là la confiance donc là, sans évaluation donc là, à la crédibilité essentiellement. Parce que il faudrait, quand on est en face d'une information, qu'on puisse donc, évaluer donc, là, la crédibilité de la source. Quelle est la source donc, là, qui a diffusé cette information-là? Si on n'évalue pas donc, là, la crédibilité de la source, facilement on peut tomber donc, là, on peut être en face donc, là, d'une rumeur, d'une fausse nouvelle. Donc, là, il est important donc, là, de pouvoir plus ou moins évaluer donc, la crédibilité de la source. Quelle est la source? Donc, rechercher donc, là, des preuves. Donc, là, confirmer donc là plus ou moins donc là si ce qui est dit donc là est vrai, c'est important. Qui est l'auteur donc là, de l'article, donc voilà, quelles sont les références donc là, qui est l'éditeur, quel est ce site qui diffuse donc l'information, c'est important donc de vérifier. Donc souvent quand on prend pas le soin donc d'évaluer donc la qualité de la source également, on peut facilement tomber donc là dans les travers, être en face donc là d'une fausse nouvelle. Autre aspect, je l'avais également évoqué, la limite d'attention. Tout à l'heure, on parlait donc de viralité donc là, des fake news, donc là, des rumeurs, de viralité donc là, de la désinformation. Pourquoi? Parce que quelque part, quand on est submergé donc là, de données,
Donc là, on n'a pas le temps nécessaire, donc on n'a pas le recul nécessaire donc là, pour savoir, pour décrypter donc là, le vrai du faux. Et là, de ce point-là, on se rend vulnérable donc là d'une manipulation. Là également, ça fait partie donc là, des biais cognitifs. Mais il y a un dernier aspect, donc là, on ne va pas évoquer l'ensemble donc de ces biais-là, il y en a plusieurs, mais il y a un aspect sur lequel donc là, je vais plus insister, c'est donc là les émotions ciblées. Donc là, on s'appuie donc là essentiellement sur l'émotion, parce que je l'ai dit, si dans les réseaux sociaux, on convoque, donc là, on va convoquer donc, du discours, mais également beaucoup d'images, facilement, donc là, souvent, on sait qu'à travers les images, il y a d'ailleurs une image vaut 1000 mots, MOTS, mais également, une image pourrait donc là, valoir donc là, 1000 mots, MOUAX, donc, parce que ça pose énormément un problème, parce qu'on peut s'appuyer sur ces cibles-là, donc là, on peut s'appuyer sur l'émotion, donc là, pour manipuler donc là, ceux qui reçoivent les récepteurs, ceux qui reçoivent l'information. Parce que, quoi qu'on puisse dire, c'est une des caractéristiques de la désinformation et des fausses nouvelles. On fait appel donc là à l'émotion. On fait appel à l'émotion. On ne fait plus appel à la raison, mais beaucoup plus à l'émotion. Et quand on tombe dans ce sensationnel-là, ou dans ce spectaculaire-là, donc là, facilement, on peut se faire manipuler. Voilà quelques éléments, donc là, des biais cognitifs, donc là, qui expliquent et qui montrent pourquoi donc là, la désinformation prospère. Comment se manifeste la désinformation? Comment est-ce qu'elle prospère? Voilà un peu donc là, ces mécanismes-là qui permettent donc, la désinformation de prospérer, grâce également aux biais cognitifs. Oui, là, il y a également, parmi également ces ressorts et mécanismes donc là, de la désinformation, j'avais parlé donc là de l'image comme support de la désinformation, mais également la parole comme support de la désinformation. Donc là, souvent, quand on peut convoquer donc là, ceux qui instrumentalisent, ceux qui donc là, plus ou moins instrumentalisent, ceux qui se mettent donc là, à travers les réseaux sociaux, à envoyer, à diffuser donc là, des fausses informations, à diffuser donc là, des rumeurs et des fake news essentiellement, ils convoquent donc là, une certaine rhétorique, donc l'amalgame, certains leviers de la désinformation. Quand on convoque donc, des symboles tels que des mots déclencheurs d'action, donc là, ou également donc là, ce qu'on appelle les leviers de vertu. Également, il y a ce qu'on appelle les leviers d'autorité. Le levier d'autorité, quelque part, plus ou moins, l'exemple donc de celui qui disait que certaines populations, il y a des gens qui l'interpellent donc là, afin qu'ils lui donnent des informations relatives donc, à la COVID. Donc là, on pourrait convoquer donc là, ce levier d'autorité-là. Donc là, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur quelqu'un, sur un sachant, sur quelqu'un qui a donc, de l'autorité, qui a de l'expérience, qui a du savoir. Donc là, pour un peu donc là, recueillir des informations. Et ce levier d'autorité également peut constituer un piège. Il y a également donc là, ce qu'on appelle aussi donc là, le levier de confirmation. C'est souvent l'appel à la solidarité, donc là, à la pression donc là, des émotions, donc là, des actions collectives. Également, c'est un levier qui peut être convoqué donc là, pour gagner donc là, les masses et également pour être prospéré, donc là, pour faire prospérer donc là, la désinformation. Là, on a un exemple de levier d'autorité. C'est en fait une fausse information diffusée donc là à travers donc, les réseaux sociaux qui donnerait donc là les recommandations faites par le ministère de la Santé à propos donc là de la COVID. Et là, tout de suite, quand le ministère de la Santé s'est rendu compte que c'est une fausse information, les gens ont dû réagir donc là pour rétablir les choses et dire que ce qui est écrit là, c'est faux. Là, voilà, donc, là également, c'est le mode opératoire donc là, de ceux qui donc là, plus ou moins se lancent dans la désinformation. Donc voilà un peu donc, quelques mécanismes sur lesquels j'ai voulu échanger avec vous sans trop donc là aller dans les détails, mais retenir que globalement, d'un côté, on a un écosystème médiatique donc là qui a été bouleversé totalement par l'avènement des réseaux sociaux, mais au-delà donc là de ce bouleversement, au-delà de ce changement structurel de l'industrie de l'information, donc là également, quand on parle de désinformation, il y a également toute une rhétorique donc là, qui accompagne la désinformation. Il y a tout un ensemble de mécanismes donc là, qui sont convoqués par ceux qui se livrent donc là, de telles activités de désinformation. Et ce sont ces activités-là qu'on vient d'évoquer. Peut-être un dernier aspect que j'ai oublié d'évoquer.
parmi les leviers, au-delà des leviers au-delà des leviers d'information, on a ce qu'on appelle donc là plus ou moins le levier donc de confirmation. Voilà. C'est un peu ce levier donc là qui permet donc là d'asseoir donc là notre croyance en quelque chose. Donc là, parce que dans la société on a certaines croyances et en face d'une information donc là qui un peu a un lien avec cette croyance là, on a tendance donc à plus ou moins donc là à accepter cette information là. Donc voilà un peu donc là de façon résumée ce que j'avais à proposer donc là plus ou moins par rapport au ressort et mécanisme donc là des informations. Si le collègue Saïd Gaye a des choses à ajouter, donc là il pourrait les ajouter. Bon, peut-être merci encore, hein, peut-être 2 à 3 phrases et demie. C'est tout simplement par rapport peut-être à ce nouveau récit qu'on a vu avec le coronavirus. Ça veut dire, bon, certains même comme Christian Salmon sont allés juste à parler de coronarration. Ça veut dire qu'il y a une narration qui est propre au coronavirus. Et cette narration est plus ou moins liée à cette crise de la parole dont on a parlé tout à l'heure et dont M. Kamara voilà, revenait là-dessus tout à l'heure quand il parlait de mécanismes, de ressorts et mécanismes de la désinformation. Ça veut dire que, donc, comme il l'a dit au départ, c'est une industrie qui est là. Ça veut dire qu'il y a une fabrique, une sorte d'usine qui est là. Et cette usine, par G, diffuse, disons, des fake news et dans la mésinformation et dans la désinformation. Et l'autre élément aussi, c'est que cette crise sanitaire est liée aussi à une crise de la rationalité. De voir un peu. Tout à l'heure, ce qu'on a vu, par exemple, par les manipulations ou bien par la rationalité, fait qu'à un moment donné, donc, ce qui va changer, c'est même l'acceptation qu'on aura de l'information. Finalement, l'information va devenir une sorte de croyance. Voilà. Je crois en tel, je ne crois pas en tel, mais le public ne va plus voir cela comme étant une information qui est là, mais comme étant une sorte donc de la croyance, pour ne pas dire de l'idéologie. Voilà, cher professeur, ce que je voulais peut-être ajouter par rapport à ce que vous venez de dire. Merci encore. Merci beaucoup, Monsieur Gaye. À côté, je pense également, parmi les mécanismes de manipulation, je pense qu'il faudrait ajouter donc là certains éléments qui me semblent essentiels. Tout à l'heure, Célestek a un peu décrypté donc là certains concepts, mais ces concepts forcément ont un lien, donc engendrent aussi donc là ce qu'on appelle la théorie donc du complot, les conspirationnistes. La théorie du complot, c'est quoi donc là, cette théorie du complot? Plus ou moins donc là, quand on parle de théorie du complot, souvent globalement, la théorie, on a également. Tout à l'heure, j'ai évoqué donc voilà la rhétorique qui accompagne donc la désinformation à travers les ressorts et les mécanismes également. On a aussi une rhétorique donc là qui peut être donc une rhétorique complotiste. Hein. Parce que premièrement, parmi les éléments de cette rhétorique complotiste là, c'est une façon de dire que rien ne serait dû au hasard. Rien ne serait dû. C'est un peu donc là, ce schéma-là que je diffuse, que je montre, que je projette. La première caractéristique donc là, plus ou moins donc là, de la rhétorique complotiste, c'est de dire donc là que rien ne serait dû au hasard. Donc là, que ce soit un accident, donc là, c'est pas un accident, rien n'est dû au hasard. Il y a tout donc là, tout est toujours lié donc là. Dès lors que les éléments sont souvent imaginables, souvent c'est une adjonction donc d'éléments et donc là imaginables et pour donner l'impression donc d'une somme importante d'arguments. C'est de ce point de vue-là que la rhétorique donc là plus ou moins complotiste prospère. Et l'autre caractéristique donc là de la rhétorique complotiste, c'est essentiellement c'est que c'est les théories donc complotiste partent plus souvent globalement donc là du principe que les apparences sont trompeuses. C'est ce qu'il constate, que les apparences sont trompeuses et que la vérité est souvent donc là ailleurs. Donc on a souvent des complotistes qui sont convaincus qu'il y a tout un sens qui est caché derrière. Donc, voilà, un sens qui est caché donc derrière la réalité apparente et les discours officiels. D'ailleurs, c'est pas pour rien donc là qu'ils se méfient donc de ces discours officiels là, parce que donc ils perçoivent qu'il y a tout le temps un sens caché. Donc et de ce point de vue là, ils affirment donc là se distinguer donc du reste de la population. Et ce qui fait que, et ils pensent que ceux qui ne croient pas en leurs idées, donc en leurs propos, ils pensent que ces derniers-là sont des gens qui sont naïfs.
voyez, donc là, c'est un peu de ce point de vue-là que la théorie complotiste prospère. Ça, c'est la deuxième caractéristique. Autre caractéristique donc, de la rhétorique complotiste, elle se présente donc, là, souvent, le complotiste peut se présenter souvent comme un citoyen engagé, donc là, engagé contre une manipulation, donc là, engagé donc là, contre une désinformation, donc là, mais qui profite forcément à quelqu'un. Il y a quelqu'un toujours derrière qui tire des ficelles, Donc, étant donné qu'il y a un discours donc là, mensonger, étant donné qu'il y a un mensonge, donc là, il semble légitime donc, pour ce dernier-là, donc là, plus ou moins, d'aller chercher donc, là, les vrais coupables. Qui sont les vrais coupables? Donc, qui sont ces vrais coupables-là? Mais également, la théorie du complot peut fonctionner donc, à l'envers. Elle suppose d'abord qu'il y a toujours quelqu'un qui essaie donc, de mentir pour donc, profiter donc, de la situation. Ça également, c'est une caractéristique donc, de la théorie complotiste. Autre caractéristique de la théorie complotiste également, c'est les complotistes emploient souvent systématiquement l'ironie. Tout à l'heure, quand on a parlé du cadrage conceptuel également, entre donc, là, les contenus fabriqués et les contenus manipulés également, on a parlé de parodie. Et là, les complotistes vont convoquer ce qu'on appelle l'ironie. Donc l'ironie pour décrédibiliser pourquoi? Pour décrédibiliser les thèses officielles, la thèse officielle, parce que donc là, plus ou moins, c'est de ce point de vue-là qu'il y a une méfiance par rapport à la parole officielle, par rapport au discours officiel. Parce que quelque part, les complotistes également sont là, donc là pour battre en brèche, donc, pour décrédibiliser les thèses officielles. Et pour arriver à décrédibiliser les thèses officielles, essentiellement, ils vont convoquer donc, ce qu'on appelle l'ironie. Donc l'ironie qui consiste à dire plus ou moins le contraire donc, là, de ce qu'on pense réellement. Ça, c'est également une des caractéristiques donc, là, de la théorie complotiste. Mais en résumé, donc, là, il faut dire que le succès donc, là, des théories complotistes donc, là, est dû au fait que donc, là, ils mettent en évidence donc, là, une perte donc, de confiance dans les institutions, mais également parce que quelque part, ce sont ces institutions-là, que ce soit les médias, que ce soit les journalistes, que ce soit donc, la parole officielle, ce sont ces institutions-là qui structurent donc, le sens. Et maintenant, le fait de décrédibiliser plus ou moins donc, là, ces institutions-là, ça permet plus ou moins donc, là, à la désinformation de prospérer. Voilà. Et donc, à cela s'ajoute aussi donc, là, ce qu'on vient d'évoquer, la profusion donc, là, de supports médiatiques. Et cette profusion de supports médiatiques, notamment les réseaux sociaux, permet donc là, une circulation virale facile donc, là, de ces fausses nouvelles-là. Mais également, cette profusion donc, là, de supports médiatiques constituent des facteurs importants donc, dans la diffusion de ces théories-là, de ces théories complotistes-là. Voilà un peu donc, là, ce que je voulais ajouter donc, là, pour un peu donc, là, étayer un peu plus, accompagner donc, là, les ressorts et mécanismes donc, là, de la désinformation, notamment la rhétorique complotiste. Je ne sais pas si les collègues ont des choses à ajouter, sinon on pourrait passer donc, là, plus ou moins à la troisième dimension avec le collègue Célestek donc, là, qui va prendre la parole pour nous parler de la relation donc, là, entre l'activité journalistique, l'information en situation de crise, notamment en situation de crise sanitaire, et donc là, le respect donc, là, des règles d'éthique et de déontologie. Célestek. Merci, monsieur le directeur, professeur Mouini Kamara. Effectivement, à la suite de mon exposé de tout à l'heure sur les concepts, je pense que j'ai déjà fait des constatations pour montrer un peu la gravité des fake news et les débats que les fake news, la désinformation causent à la société de manière générale. Si bien que les gouvernants ont pensé justement mettre en place des mécanismes de prévention et de répression des fake news. Et au-delà des gouvernants, il y a dans la profession, comme dans toute profession d'ailleurs, organisée, des règles, des devoirs-être qui permettent à tous les professionnels de pouvoir se prémunir contre de telles fake news. C'est de cela qu'on va parler. Donc, je vais projeter le document. C'est bon? Tout le monde voit le document? Allô? Tout le monde voit le document? Allô? Je pense que oui, monsieur. D'accord, très bien. Alors, il y a une question fondamentale qu'il faut peut-être se poser. Et c'est une question qui se fait l'écho de ce que je viens de dire tout de suite. Quels sont les moyens de lutte? Quelles sont les armes de lutte contre
de lutte, quel moyen de lutte existe-t-il pour faire face à la déferlante des fausses nouvelles en République de la Mauritanie? Ah, j'ai dit Mali, mais bon, aujourd'hui, ce n'est pas le Mali. Donc, quels sont, en République islamique de la Mauritanie, les moyens de lutte contre la désinformation, contre les fake news, les infox, etc., les fausses nouvelles de manière générale? Eh bien, la réponse ou les réponses à ces questions, elles ne peuvent pas sortir de deux terrains. Le premier terrain, c'est le terrain juridique, c'est le droit. Évidemment, il y a des dispositions juridiques qui viennent, si vous voulez, lutter contre les fake news. Et l'autre terrain, c'est le terrain de la morale professionnelle, disons simplement de la déontologie et de l'éthique des journalistes. C'est effectivement de cela qu'on va parler dans ce module. Donc, dans un premier temps, intéressons-nous au droit, le droit existant, le droit mauritanien, qui permet justement de prévenir et de réprimer, de lutter efficacement à la propagation des fausses informations. Ce qu'il faut dire, c'est la remarque principale, c'est que la République islamique de Mauritanie, par rapport au reste, aux pays de la sous-région, est pratiquement l'un des rares pays à disposer d'un arsenal juridique spécifique qui vise à lutter contre les fake news. Il s'agit de la loi du 13 juillet 2020 relative à la lutte contre la manipulation de l'information. Vous remarquerez que cette loi-là porte le même intitulé que la loi française. Parce qu'il y a une loi en France qui a été adoptée en 2018 qui porte justement comme intitulé loi relative à la lutte contre la manipulation de l'information. Sauf que la loi française et la loi mauritanienne, du point de vue de leur contenu, ne sont pas du tout les mêmes. Ils ne visent pas du tout les mêmes faits, même si effectivement il y a des traits de ressemblance. Ça, c'est clair. Et ça, nous allons évoquer ça tout de suite. D'abord, donc, en ce qui concerne l'article 1er, qui définit l'objet de la loi, cette loi relative à la lutte contre la manipulation de l'information vise à garantir l'accès à une information exacte et fiable, de nature à renforcer la liberté d'expression et d'information dans le respect des valeurs démocratiques et des droits privés des personnes. Au terme de l'alinéa second de l'article 1er, la loi prévient et réprime les infractions de manipulation de l'information en général. Notez bien, de manipulation de l'information en général, et en particulier pendant les périodes d'élection, de crise sanitaire et de toute autre crise de quelque nature que ce soit. Voilà, si vous voulez, du point de vue de l'objet de la loi. Alors, bien qu'elle vise à réprimer certaines catégories de fausses informations, il n'en demeure pas moins que l'article 3 de cette loi, qui porte l'intitulé suivant, diffusion de fausses informations, pose le problème général de la punition des fausses nouvelles. Je cite l'article 3 de la loi mauritanienne relative à la lutte contre la manipulation de l'information. Quiconque diffuse par Internet des informations fallacieuses, c'est-à-dire trompeuses, ou fausses nouvelles, est puni de 3 mois à 1 an, est puni de 3 mois à 1 an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 à 100 000 ouguiya. Alors, ce qui ne va pas, la rédaction, en fait, cet article pose plusieurs problèmes. Ça, il faut le dire. Il y a beaucoup de difficultés que soulève cette disposition, cet article 3. Pourquoi? Et ça, c'est lié au caractère général. Parce que, que nous dit l'article 3? L'article 3 vient punir toute fausse information. Les termes de l'article sont très clairs. Il s'agit là justement de diffusion par Internet des informations fallacieuses ou fausses nouvelles. C'est très général, ça. D'accord? Cette rédaction permet de punir toute fausse nouvelle, sans aucun égard à la gravité ou non des faits en cause. Le caractère faux suffit à constituer à elle seule la gravité des faits, de sorte à nécessiter l'intervention du droit pénal. En clair,
Pourquoi il y a des difficultés par rapport à cette rédaction? Vous savez, dans tous les pays du monde qui organisent la répression des fausses nouvelles, d'ailleurs en droit on parle de fausses nouvelles, parce que il y a des différences entre fausses informations et fausses nouvelles. Je dirais pourquoi. Dans tous les pays qui organisent justement la répression des fausses nouvelles, au-delà même du caractère faux des nouvelles, au-delà même du caractère faux des informations, il y a effectivement un critère de gravité des faits. C'est-à-dire que ces informations fausses doivent viser à porter atteinte à l'ordre public, à l'ordre social, à ébranler, par exemple, la morale des armées, à jeter le discrédit sur les institutions, à appeler les populations à la désobéissance des lois. Ouais, c'est un facteur aggravant. Donc, si on parcourt les législations dans beaucoup de pays du monde, effectivement, on peut dire que le régime juridique qui accompagne, si vous voulez, qui vient frapper la diffusion de fausses nouvelles, s'appuie à la fois sur le caractère faux de ces nouvelles-là, mais également sur les conséquences graves par rapport à la société, par rapport à l'organisation, à la coexistence de la société, puisque ce sont des faits qui non seulement sont fausses, mais qui ont des conséquences graves par rapport à la société, parce que ce sont des informations qui portent atteinte à l'ordre social. Et j'ai dit donc qui portent atteinte à la paix publique, etc. etc. Vous voyez, or, dans l'article 3, on ne pose pas ce critère de gravité. L'article 3 se contente juste de dire quiconque diffuse par Internet des informations fallacieuses ou fausses est puni. Moi, je pense qu'on attendra le juge qui sera chargé d'interpréter ces dispositions, comment lui, il va articuler tous ces termes de la loi, de l'article 3, pour pouvoir justement donner une réalité concrète à cette disposition, dans son office de rendre la justice. Pour moi, ça me paraît véritablement, la rédaction telle qu'elle est, l'article 3, tel qu'il est rédigé, ça me paraît problématique. Parce que, limite même, ça porte atteinte, si vous voulez, à la liberté d'expression. C'est une rédaction, à mon sens, qui est assez liberticide, parce qu'il n'organise pas des conditions qui permettent de limiter l'action du juge. La rédaction, elle est plutôt propice à toute interprétation, à l'arbitraire du juge. Voilà, c'est pourquoi moi, j'ai voulu justement souligner cet aspect. Donc ça, c'était l'article 3 qui pose donc, si vous voulez, la punition, le principe général de la punition des fausses informations, quelles qu'elles soient, sans égard à leurs conséquences. D'accord? Maintenant, à côté de l'article 3, il y a d'autres catégories de fausses nouvelles punissables, prévues et punissables par la loi du 13 juillet 2020, relative à la lutte contre la manipulation de l'information. Il s'agit de l'article 5, qui punit de 2 ans à 4 ans d'emprisonnement et de 50 000 à 200 000 ouguiya d'amende la diffusion de fausses nouvelles, troublant ou susceptibles de troubler la paix publique, et de 3 à 5 ans d'emprisonnement et de 100 000 à 100 et de 100 000 à 500 000 ouguiya d'amende la diffusion de fausses nouvelles susceptibles d'ébranler la discipline ou le moral des armées ou à entraver l'effort de guerre de la nation. En termes clairs, la fausse nouvelle n'est punissable. Ici, il ne s'agit pas de fausse information, c'est une fausse nouvelle qui est bien définie. Et nous allons voir les termes justement juridiques de cette infraction. Donc, la fausse nouvelle n'est punissable que lorsqu'elle réunit 3 conditions. La première condition, il doit s'agir justement d'une nouvelle fausse. C'est quoi une nouvelle? En droit pénal, une nouvelle, c'est un fait qui jusqu'ici était inconnu du public cible. Peut-être que le fait était connu de notre public, mais en tout cas, le public cible, le public en cause, c'est un fait qui lui était inconnu jusqu'alors. C'est en cela qu'on parle de nouvelle. Donc, la nouveauté par rapport au public cible. D'accord? Deuxième critère aussi, il faut que cette nouvelle-là ait un caractère de fausseté, soit faux, soit fausse. C'est-à-dire mensongère, erronée ou inexacte. D'accord? Ensuite, deuxième condition, ça c'était la première condition par rapport au délit de diffusion de fausses nouvelles. Deuxième condition, c'est le caractère public de la fausse nouvelle. C'est-à-dire ce caractère public de la fausse nouvelle doit être établi par le juge. Il faut que cette fausseté, cette nouvelle fausse, ait été diffusée par le biais d'un moyen de publication, par le biais d'un moyen de diffusion public. Et le juge doit justement caractériser, doit établir
ce moyen-là de diffusion publique. Donc, deuxième critère. Donc, il ne s'agit pas d'une diffusion privée. Il faut que ça soit une diffusion publique qui va atteindre les masses, qui va atteindre le public. Troisième condition, donc, troisième et dernière condition, il faut qu'on soit en présence d'un trouble à la paix publique. C'est ce que je disais tout à l'heure. Non seulement l'information elle est fausse, mais pour qu'elle soit punissable, il faut qu'elle entraîne, il faut qu'elle trouble la paix publique. C'est-à-dire que la fausse nouvelle doit entraîner la désobéissance aux lois du pays ou porter atteinte au moral de la population ou jeter le discrédit sur les institutions publiques ou leur fonctionnement. Et deuxième trouble aussi, défini par l'article 5, c'est l'atteinte ou la possibilité d'atteinte à la discipline ou au moral des armées ou à l'effort de guerre de la nation. Voilà, si vous voulez, les trois conditions constitutives du délit de diffusion de fausses nouvelles, qui n'a rien à voir avec la fausse information. Je répète ce que j'ai dit. D'accord? Ensuite, à côté de cette infraction de diffusion de fausses nouvelles, que la loi de 2020 a bien prévu, qui est spécifique à la lutte contre la désinformation, il y a effectivement la loi, cette même loi vient punir, pardon, je vais mettre, voilà, cette même loi vient punir la diffusion d'une fausse nouvelle de nature à fausser le scrutin en période électorale. Ici, la peine retenue, c'est 2 ans à 4 ans d'emprisonnement et 50 000 à 200 000 ouguiya d'amende. Donc ici, il s'agit d'une diffusion de fausses nouvelles de nature à fausser. On retient simplement une diffusion de fausses informations de nature à fausser le scrutin en période électorale. D'accord? Ensuite, la loi vient punir également la publication de fausses nouvelles qui aura surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter. Ici, les peines, ça va de 3 mois à 1 an d'emprisonnement et une amende de 60 000 à 100 000 ouguiya. Ensuite, également, la loi vient punir la création d'un faux profil numérique pour diffuser une allégation ou porter atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne, nommément désignée ou identifiable. Ici, les peines prévues, c'est 1 an à 2 ans d'emprisonnement et une amende de 50 000 à 100 000 ouguiya. La loi de 2020 vient également punir la publication du montage réalisé dans l'intention de nuire avec des paroles ou avec l'image d'une personne, même s'il apparaît à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il en est expressément fait mention, même si la personne dit c'est un montage. Cela, le juge restera indifférent par rapport à cet argument. La personne va justement tomber sous le coup de la loi pénale. Ici, les peines prévues, c'est donc 3 mois à 1 an d'emprisonnement et 60 000 à 100 000 ouguiya d'amende. Ensuite, la loi vient également punir la publication de fausses nouvelles tendant à faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise avec ou qu'une pénurie surviendra. Donc, voilà une information qui alerte les gens sur les événements qui sont supposés se passer et qu'à l'arrivée, on se rend compte qu'il n'y a rien qui se passe, de destruction, etc. Juste pour alerter les gens alors qu'il n'y a rien qui se passe. Alors ici, pour ces informations fausses, la sanction, c'est 1 an à 2 ans d'emprisonnement et une amende de 60 000 à 120 000 ouguiya. D'accord? Ensuite, cette loi de 2020 vient également punir la publication d'une fausse information provoquant la hausse ou la baisse artificielle du prix ou la qualité des biens, des effets de commerce ou de services, d'accord, notamment à l'occasion d'enchères, à 2 ans d'emprisonnement, d'accord, et d'une amende de 60 000 à 120 000 ouguiya. Lorsque la hausse ou la baisse artificielle des prix concerne les produits alimentaires, les denrées de première nécessité, la peine est portée à 3 ans d'emprisonnement et 180 000 ouguiya. On continue toujours. Ça, c'est justement par rapport au droit, si vous voulez, à l'arsenal législatif mauritanien. Vous voyez, on voit très bien qu'ici en Mauritanie, effectivement, il y a une loi qui vient punir de manière spécifique, si vous voulez, les fausses informations. À la différence de la France, parce que la France a circonscrit, si vous voulez, la lutte contre les fausses nouvelles à 2 champs. Soit
c'est justement par rapport aux élections, c'est-à-dire que toutes les informations qui seront fausses et qui viseront à altérer la sincérité du scrutin à venir sont effectivement, tombent sous le coup effectivement de la loi, et également toutes les informations qui sont de nature fausse, toutes les informations fausses qui sont de nature à entraîner des désordres publics. Or, ici, dans la loi mauritanienne qui porte le même intitulé que la loi française, on va au-delà de ces deux champs. Et je vous ai dit, là, je viens de vous énumérer l'ensemble des faits que la loi réprime. Et moi, je répète ce que j'ai dit, ce qui est plus problématique par rapport à cette loi, c'est l'article 3, puisqu'elle pose la punition des fausses nouvelles de manière générale, sans égard à leurs conséquences. Et là, c'est vraiment quelque chose, peut-être, dans les débats, on peut revenir sur ça, qu'il faut peut-être interroger assez. Maintenant, ça, c'était par rapport à l'arsenal juridique. Maintenant, du point de vue de la déontologie des journalistes que vous êtes, aujourd'hui, force est de constater que les plateformes en ligne, notamment les réseaux sociaux, véritables places publiques, rendent la tâche encore plus difficile aux médias dans leur mission d'informer le public. Même si elles peuvent être considérées comme source possible d'information sur ces plateformes où tout internaute est potentiellement à la fois récepteur et émetteur anonyme grâce au Web 2.0, il y a place dans ces espaces-là pour toutes sortes de contenus, y compris pour les fake news. Ce qui est le cas de la pandémie de la COVID-19. Sur les réseaux sociaux, nous avons eu droit à une démonstration de force des conspirationnistes qui nient ouvertement l'existence du virus. C'était le cas au Sénégal. Après, on en parlera peut-être pour le cas de la Mauritanie. En considérant que cette pandémie est une pure invention pour combattre l'islam, pour diminuer la population mondiale, j'en passe et des meilleurs sur d'autres arguments. D'autres informations virales tendent à faire croire que les climats chauds d'Afrique ne favorisent pas la propagation du coronavirus. Voyez-vous? Donc, on va très loin dans la diffusion des fausses informations. Maintenant, face à la force de frappe des infox, des fausses nouvelles, les journalistes, il faut le dire, ne sont pas désarmés. Ça, il faut le dire, et même marteler cette assertion. Les journalistes ne sont pas désarmés. Aujourd'hui, plus que jamais, les règles de déontologie de base leur sont d'un secours salvateur. Aujourd'hui, plus que jamais. Les principes et règles restent les mêmes. Quels sont-ils? C'est rechercher et diffuser la vérité, en vertu du droit du public à être informé. Ça suppose quoi? Ça suppose d'effectuer des vérifications et des recoupements sur le terrain. C'est le principe. Les vérifications et les recoupements, ça se passe sur le terrain. C'est le principe. Se rendre donc sur le terrain. D'accord? Pour être le plus près possible de cet objectif de vérité, il est impératif que le journaliste se rende sur le terrain pour y effectuer les vérifications et recoupements qui s'imposent. Recoupements, c'est-à-dire tous les croisements de sources, etc. C'est le principe de la triangulation des sources. En matière de journalisme, une source n'est pas une source, deux sources n'est pas une source. Pour qu'on puisse parler de sources, il faut au moins qu'on soit en présence de trois sources, qu'elles soient concordantes ou discordantes, mais l'essentiel, il faut qu'on soit en présence de trois sources différentes pour qu'on puisse parler de sources en matière journalistique. Voyez-vous, donc il faut qu'il y ait un croisement de ces sources-là, des vérifications et des croisements, des recoupements de sources, en tenant compte du principe du contradictoire. Le principe du contradictoire. Tous les protagonistes des faits doivent être interrogés et leurs avis doivent être recueillis. D'accord? Et en étant le plus objectif possible, au bas mot, le plus honnête possible. Alors, au cas où, parce qu'il peut arriver que le journaliste ne puisse pas aller sur le terrain, maintenant, au cas où il ne lui est pas possible d'aller sur le terrain, le journaliste n'en sera pas moins tenu à l'obligation de vérifier l'information, en diversifiant ses sources, en faisant des recoupements. Le temps de la vérification est tout aussi sacré que les faits eux-mêmes. Je répète, le temps de la vérification est tout aussi sacré que les faits eux-mêmes. Et ce n'est pas parce que le journaliste ne peut pas se rendre sur le terrain qu'il ne va pas prendre la peine de vérifier l'information qu'il donne au public. Ça, c'est quelque chose de capital. La vérification, elle est fondamentale, elle est sacrée. Avant de publier une information, elle est censée être vérifiée. Ça, il faut le dire et marteler. Ensuite, en revanche, c'est vrai que les technologies actuelles employées peuvent faciliter le bidonnage
hein, parce que ce sont des technologies puissantes, redoutables, qui facilitent le bidonnage, parce qu'il y a des dispositifs techniques qui permettent de retoucher des photos, etc., d'avoir des images de synthèse pour faire croire à la réalité alors qu'on n'en est pas, que ça ne l'est pas du tout. Donc, vous voyez, effectivement, nous sommes dans cette époque où les technologies de l'information actuelles peuvent effectivement faciliter le bidonnage, hein, le travestissement de l'information. Avez-vous? Alors, et cela met les médias d'information dans l'obligation impérieuse de perfectionner les outils dont ils disposaient dans la recherche de la vérité. Puisqu'il y a un perfectionnement des techniques de bidonnage, de falsification, il va de soi que le journaliste doit suivre l'évolution de ces outils technologiques. Il faut que le journaliste lui-même, tout à fait, essaie de perfectionner ces outils de vérification. Et pour désigner cela, effectivement, on parle maintenant de fact-checking, hein, qui, si vous voulez, vous avez certainement entendu parler du fact-checking, qui mettent à la disposition du journaliste des moyens tout aussi redoutables de vérification de l'information dont il s'agit. D'accord? Désormais, les fake news ne laissent guère le choix aux médias d'information de pratiquer le fact-checking. Il faut que les médias, non-médias à nous, pratiquent le fact-checking. Au sein de la rédaction, qu'il y ait une rubrique, en tout cas un dispositif technique en tout cas, qui permettrait de vérifier, hein, avec des outils perfectionnés, des outils performants, les informations que le média en question diffuse. Ça, c'est fondamental. Aujourd'hui, vraiment, c'est quelque chose de fondamental. Tous les médias doivent se doter de ces outils, hein, qui permettent de faire ce qu'on appelle le fact-checking. Beaucoup de rédactions ont mis en place un dispositif de vérification des informations, surtout lorsque les sources inspirent le doute ou la méfiance. Et donc ici, c'est le fait, par exemple, de remonter à la source primaire, de demander confirmation sur le terrain, d'utiliser des outils techniques de vérification des images, etc. Voilà, c'est le cas du journal Libération avec le Check News, le journal Le Monde, Décodex, c'est le cas du vrai faux sur France Info, du faux et usage de faux sur France 2. Il existe une plateforme collaborative, internationale, collaborative de lutte contre les rumeurs, ce qu'on appelle Hoax Butters. Au Sénégal, et ça n'est pas juste l'apanage du Sénégal, enfin, beaucoup de pays d'Afrique, hein, de la sous-région, en tout cas d'autres sous-régions, et même ailleurs, d'accord, il y a ce qu'on appelle l'Africa Check, d'accord, qui concerne à la fois l'Afrique du Sud, le Sénégal, le Kenya, le Nigeria. J'espère que tous les autres pays de la sous-région vont adhérer massivement à la plateforme de Africa Check pour justement favoriser le fact-checking. Qui fait le Africa Check, il faut le dire, hein, et je vous invite tous à vous rendre sur le site d'Africa Check, qui fait un travail remarquable de fact-checking. Voilà. Donc ça, c'est sur ces mots-là que je m'en vais m'arrêter, en vous rendant la parole, monsieur le directeur. Voilà. Donc j'attends peut-être la réaction. Pour ce tour. Merci pour cette prise de parole sur la relation entre l'activité professionnelle, entre donc, la partie journalistique en situation donc, de crise et le respect donc, des normes d'éthique et de déontologie. J'ai retenu donc, dans vos propos, j'ai retenu un élément qui me semble essentiel, un terme qui me semble important, la triangulation. La triangulation. Donc, vous avez parlé de triangulation, la nécessité de vérifier donc, l'information donc, avant de la communiquer. Donc, c'est une façon de dire donc, plus ou moins que la nécessité de vérifier l'information donc avant de la communiquer, c'est une façon de dire que oublier, c'est une façon de dire que il ne faut pas oublier donc là, de vérifier l'information, parce que oublier donc là aussi donc ne pas oublier aussi donc là, que la rapidité qu'on a à diffuser l'information, parce qu'on n'a pas pris le soin en amont donc là, de la vérifier donc là d'opérer donc là cette triangulation là, on peut donc tomber donc dans une forme de désinformation. Le fait donc là de céder donc à la tentation de la rapidité facilement donc là aussi on ne peut nullement excuser donc là l'inexactitude. Donc il faut, tout à fait, absolument. Il faudrait que le journaliste tout le temps donc là vérifie, recoupe les informations donc là, également identifier les sources. Et là tout à l'heure vous avez évoqué donc là vous avez évoqué la nécessité de faire recours à cette nouvelle technique. La nouvelle technique donc, là, de vérification, c'est parmi ces techniques que vous avez souligné, mentionné, donc là, le fact-checking.
Donc, voilà de façon résumée ce que la prise de parole entre les différents collègues. Maintenant, comme je l'ai dit, on a fait une synthèse, on n'avait pas la prétention d'être exhaustif, on a fait une synthèse donc, pour permettre de revenir de long en large dans le cadre des débats et des échanges. Donc, voilà. Donc maintenant, nous passons la parole à tous ceux qui voudraient la prendre pour soit des suggestions, des remarques, ou pour éclairer certaines zones. Vous avez la parole. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des remarques? Est-ce qu'il y a des contributions? Vous avez la parole. Alors, vous m'entendez? Vous m'entendez? On vous entend très bien. Oui, parmi les participants, je m'adresse aux participants. Après avoir écouté, après avoir entendu les différents collègues faire leur exposé donc, là, sur le module, est-ce que vous avez des réactions? Est-ce que vous avez des questions à poser? Est-ce que vous avez, donc voilà, c'est le moment d'échanger. On a préféré faire une synthèse pour un peu nous permettre d'échanger, d'avoir beaucoup plus de temps pour échanger. Est-ce qu'il y a des réactions parmi les participants? Pas de réaction parmi les participants? Allô? Allô, oui. Oui, est-ce qu'il y a des réactions? Est-ce qu'il y a des questions? Donc là, c'est le moment des échanges. Comment? C'est le moment des échanges. Est-ce qu'il y a des réactions par rapport donc là, aux différents exposés? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des remarques? Est-ce qu'il y a des contributions? Bon, pour mon cas, je pense que tout a été dit concernant les fake news, les fact-checking et tout a été compris. Et on a eu quelques notions sur les lois. De mon côté, je n'ai pas d'intervention à faire. Autre intervention? Pas d'intervention? Ndiaye Biguessar, Ahmad Sy. C'est fini. Oui. Il y a des réactions, des interventions, des questions? Bon, je pense que tout a été dit et puis voilà, on a bien saisi. Vraiment, c'était très intéressant. Ouais, parce qu'on a vraiment besoin de tout ça. Et voilà. Au-delà de ce que vous avez entendu, au-delà de ce que vous avez retenu, donc là, si vous aviez à posteriori à faire donc, une analyse par rapport à ce que vous avez vécu sur le terrain, par rapport à cette pandémie-là, qu'auriez-vous à dire? Bon. Il y a des éléments, donc là, est-ce qu'il y a des éléments est-ce qu'il y a des éléments de ce module donc là qui ont suscité votre curiosité donc là, permis donc là d'avoir beaucoup plus de recul par rapport au traitement de l'information relative à la désinformation, par rapport au traitement de l'information relative donc au COVID-19? Bon, si, parce que concernant ce qu'on avait dit, que le COVID-19 vise à vraiment redresser les musulmans ou bien quelque chose comme ça. En outre, ils avaient aussi dit qu'en Afrique, que la propagation du COVID-19 à cause de la chaleur, ça ne peut pas infecter les gens ou quelque chose comme ça. Et puis tout ça, au début, c'était des rumeurs qui avaient vraiment pris de l'impact, que tout le monde en croyait. Mais à la fin, on a vu que ça n'a pas laissé quelconque. Ça a touché à tout le monde, que ce soit ici en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit n'importe où. Donc, tout ça, c'était des fausses informations que les gens ont vraiment pris au sérieux, raison pour laquelle beaucoup de gens avaient tellement négligé le COVID. À un moment donné, les gens disaient que le COVID n'existe pas ici. Mais petit à petit,
ça a commencé. On dit parfois que quand on fait sortir un nombre de personnes, on dit que voilà, aujourd'hui, on a eu 100 personnes qui sont contaminées. Les gens se disaient que c'est faux. Les gens avaient dit que le Covid ne peut pas se propager ici et tout ça. Donc, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Et puis, à un moment donné, moi-même, je croyais que c'était peut-être vrai. Mais là, au moins, je me rends compte que c'était juste des fausses informations, que les gens ont vraiment pris du sérieux et que les gens ont donné de l'impact et que ça ne devrait pas. Peut-être que si on n'avait pas crié à ça, on aurait pu au moins éviter beaucoup de ces cas de contamination. Merci. Monsieur le professeur, je ne sais pas, est-ce que je peux poser? Je ne sais pas qui parmi les participants il y a. Donc là, il y a des influenceurs. Est-ce que je peux poser des questions? Oui. Une question par rapport à Madame Sarr, parce qu'elle parlait de tout ça, de toutes ces fausses informations qui circulaient. Et donc, est-ce qu'elle a été prise en défaut? Est-ce qu'elle a, peut-être pas elle directement, ou en tout cas, est-ce qu'elle connaît des personnes qui ont relayé de pareilles fausses informations au niveau des médias mauritaniens? Est-ce que aussi, deuxième question, peut-être une question sous-jacente, est-ce qu'au même moment, le ministère de la Santé, ou en tout cas le gouvernement mauritanien, s'était bien organisé pour porter à la connaissance du peuple mauritanien la bonne information, ou les bonnes informations? Est-ce que ça a été le cas? Voilà. Bon, si, parce que le gouvernement mauritanien a toujours su prendre leurs décisions. Et tout le temps, il y avait des informations qui disaient que voilà, aujourd'hui, on a eu tel nombre de personnes, ceci et cela. Mais ce que je veux dire en ça, c'est que moi, me concernant, à un moment donné, même mon entourage, déjà, il croyait que ce qui était dit, c'est la réalité. C'est-à-dire que ici en Mauritanie, vu qu'on est en Afrique, avec cette chaleur-là, que le virus ne peut pas circuler ici. Alors, pardonnez-moi, madame, je vous permets de vous couper. En fait, je dis, quand vous dites ce qui a été dit, moi, ce qui m'intéresse dans vos propos le plus, c'est où ça a été dit. Où ça a été dit? Est-ce que ça a été dit dans uniquement au niveau des réseaux sociaux, ou est-ce que ça a débordé le cadre des réseaux sociaux? Est-ce que des médias dignes de ce nom, en tout cas, enfin, des médias mauritaniens, est-ce que parmi eux, il y en a certains qui ont relayé, parce que manque de vérification, etc. Est-ce que parmi eux, il y a des médias qui ont relayé de telles informations? Donc, ce qui a été dit, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est qui est à l'origine de ces fausses nouvelles. Et ça s'est passé comment? Bon, je ne dirais pas qu'il y a de ces médias qui ont vraiment relayé ça ou bien qui l'ont dit. Je ne le dirais pas, mais c'était des rumeurs qui couraient un peu partout. Et même dans les réseaux sociaux, tu voyais souvent, il y avait des statuts là où on écrivait que le Covid n'existe pas. Et tantôt on dit que ça existe, tantôt on dit que ça n'existe pas. À un moment donné, moi-même, et mon entourage, je peux dire qu'à un moment donné, on n'en croyait pas. Mais après, petit à petit, plus tu te renseignes, plus tu sais. Et j'ai eu un proche qui est décédé à cause du Covid-19. Et voilà, ça m'a vraiment ouvert les yeux. Et puis, à chaque fois qu'il y avait une discussion ou quelque chose comme ça, dès que tu dis que voilà, le Covid existe, les gens disent non, ça, c'est pas vrai. C'est juste des magouilles ou bien c'est du mafia. Ils disent que tel nombre est contaminé, alors que voilà, d'un coup, ça poussait les gens à ne pas vraiment s'intéresser aux maladies, alors que c'est grave, que ça pouvait vraiment gâcher beaucoup de choses. Raison pour laquelle, s'il n'y avait pas ces fausses informations, on aurait peut-être pu éviter certains cas certains gens qui ont perdu leur vie ou bien certains gens qui ont été contaminés. Et c'est ce qui a boosté ça, c'est vraiment les fausses informations. Parce que s'il n'y en avait pas, on aurait au moins pu éviter, il ne serait même si c'est 15% des cas de mort ou bien quelque chose comme ça. Tout à fait. Merci. Bonsoir. 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 Je vais intervenir. Là où vous avez dit, après, ça devient une question de croyance. Ici, en Mauritanie, on avait ces problèmes-là parce qu'il disait que le ministre annonçait des cas alors qu'il disait que c'est faux. Ils annonçaient ces cas juste pour pouvoir bénéficier de quelques appuis. Du coup, ça devenait une question de croyance. D'autres disaient qu'ils croyaient au ministre, d'autres disaient qu'ils croyaient aux médias. Vous voyez des personnes écrire sur le statut, sur leur page Facebook,
que ces nombres de cas n'existaient pas, que le corona n'existe pas ici en Mauritanie, qu'il y avait la chaleur, qu'ils essayaient d'augmenter le nombre de cas juste pour avoir de l'argent ou pour bénéficier de l'aide. C'était vraiment difficile de débattre ce sujet ici en Mauritanie. Alors, Tout ça, ce sont les fausses informations qui ont circulé et les gens ont eu à croire à ces fausses informations. Merci beaucoup. J'aimerais savoir si dans le groupe, il y a des influenceurs, ou bien il n'y a que des journalistes, s'il y a des influenceurs. Parce que tout à l'heure, on avait évoqué donc, là, la problématique donc, là, du décloisonnement des ressources. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc, là, avec les réseaux sociaux, n'importe qui peut être à la fois producteur et diffuseur d'informations. Est-ce qu'il y a des influenceurs parmi vous? Donc là, est-ce qu'ils ont, quelle est leur expérience par rapport à ça, par rapport à ce décloisonnement des ressources, où la diffusion, la production de l'information n'est plus réservée exclusivement aux professionnels, n'importe qui donc là, peut produire donc là, et diffuser l'information. Je ne sais pas si dans le groupe, il y a des influenceurs. Il y avait Siwan qui s'était présenté comme influenceur, mais je ne sais pas s'il est encore en ligne. En ligne, oui. On aimerait bien avoir donc l'avis d'un influenceur donc, par rapport à ce décloisonnement des sources-là, en lien avec la COVID, s'il y en a. Sinon, donc là, d'autres réactions, donc là, d'autres éclairages ou d'autres questions, s'il y en a. Pas d'autres questions? C'est bon? Monsieur Camara? Oui, c'est bon. Monsieur Camara? Oui. En fait, voilà, je voulais dire, à entendre parler les différentes réactions, à entendre les différentes réactions des participants, j'en viens à me dire que finalement, pour eux, les médias mauritaniens ont fait preuve d'un vrai professionnalisme dans la couverture médiatique de la COVID-19 dans leur pays. C'est ça, en fait, que finalement, peut-être les vrais dégâts, si on peut dire ça comme ça, ce sont des dégâts qui se situent plutôt au niveau des réseaux sociaux. Vous avez parlé tout à l'heure décloisonnement des sources. Donc, c'est très bien, c'est tout à l'honneur des journalistes mauritaniens. J'espère qu'il en sera ainsi pour toujours. En tous les cas, c'est comme ça, il faut être professionnel, il faut vérifier les informations. Un journaliste n'est pas un influenceur, un journaliste n'est pas un amateur, c'est un professionnel. Il existe des règles et il faut que le journaliste, justement, s'attache à ces règles-là par rapport au public, par respect au public. Voilà. Donc là, ça fait plaisir d'entendre ça, que finalement, ça s'est bien passé en terre mauritanienne, quoi, du point de vue de la couverture médiatique de la pandémie. Merci. Merci, prof. Malheureusement, nous n'avons pas parmi nous donc, un influenceur. On a tendance à pointer du doigt donc, les influenceurs par rapport à cette problématique de la désinformation. Malheureusement, on n'a pas d'influenceurs parmi nous. Ils ne pourront pas se défendre. Donc voilà, s'il n'y a pas de questions, s'il n'y a pas de remarques, Adi, voilà un peu donc, voilà, ce qu'on avait proposé aux participants. Il n'y a plus de questions, il n'y a plus d'intervention. Adi, je vous passe la parole. Est-ce que Adi est là? Je suis là. Bonjour, Moumini. Oui. Bon, moi, vraiment, je voulais particulièrement féliciter mon collègue Célestek pour ce travail de recherche sur la problématique mauritanienne. Parce que, bon, ce n'est pas évident. Nous parlons sur des aspects assez généraux, mais j'ai vu qu'il a fait le travail de documentation pour pouvoir parler de manière spécifique du cas mauritanien. Merci. C'est un gros boulot et, chers collègues, vraiment, félicitations. Et merci. Merci, directeur. Adi. Alors, je ne sais pas si on peut encore redemander à la Mauritanie si vous avez encore des questions. Il y a des gens, oui, peut-être qu'ils ont des problèmes. Je sais qu'il y en a qui ont des problèmes de micro. Et du coup, ils ne peuvent pas forcément intervenir, mais sinon ils peuvent envoyer donc des messages, hein, parce que la précédente séance, on avait beaucoup plus de temps, mais cette fois-ci, on s'est dit qu'on va essayer donc là de synthétiser
pour permettre donc aux gens, pour permettre donc là d'avoir un échange assez consistant. D'accord. Du coup, s'il n'y a personne, on peut clore, du coup. En tout cas, merci. Nous tenons en espérant donc là qu'au moins donc là, cet après-midi aura servi à quelque chose, que ça a servi plus ou moins donc à comprendre les enjeux et les enjeux de la désinformation donc là, en situation de crise sanitaire, en situation de COVID-19. Ouais. D'accord. Alors, je voudrais juste remercier tous nos amis déjà de la Mauritanie, nos journalistes de la Mauritanie qui se sont inscrits par le biais de Oumari, Mode Oumari entre autres. Donc, merci à toute l'équipe du CSI, merci à Mamadou Ndiaye, le directeur, merci à Monsieur Camara Moumini pour votre intervention, votre belle intervention. J'en ai appris aujourd'hui encore parce que on en apprend à chaque formation et puis bien contextualiser avec toute la législation mauritanienne, etc. sur les lois de l'information, etc. Merci également à M. Sek, M. Seletek, et à M. Gay également pour toutes vos interventions aussi pertinentes les unes que les autres. Merci également à toute l'équipe du Merci. Également à Nathalie, à toute l'équipe de Sahara International également, qui suit toutes nos activités en passant par les webinaires, formations, tout. Et merci au Dr Bakary Samb, qui est le directeur du Timbuktu Institute. Et merci à tous. Et du coup, à demain pour la formation des journalistes maliens. Ok, demain ce sera les journalistes maliens, demain. Hein? Oui, c'est ça. C'est ça. Ok, d'accord. Voilà. Si on peut avoir les liens un peu plus tôt, ce serait génial. Ce sera envoyé dès la fin de ce webinaire. D'accord, ok, c'est noté. Voilà. Merci beaucoup, Adi. À très bientôt. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Au revoir. Au revoir. Merci. Oumar, si tu parles, on n'entend pas du tout. Je pense que le problème de micro persiste. Voilà. Merci à tous. Hein. Au revoir. Merci. Ok, merci beaucoup. Alors, juste une dernière chose pour les gens qui sont là. Vous recevrez une attestation de participation à cette formation au courant du mois de juin, Inch'Allah. Okay, d'accord, Inch'Allah. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. Okay, merci à vous. C'était vraiment intéressant. Ah, merci. C'est intéressant. Merci, je vous remercie encore. Merci beaucoup. Merci. Thank you.